réfléchi à ça de me faire limite supprimer la chaîne YouTube. Je me suis dit, enfin, why not la recommencer en mode simple, quoi. Bon, on va se la jouer ça. Alors vous m'avez envoyé, donc il y a beaucoup de questions en général qui concernent surtout des mangas précis en général, c'est des questions assez précises. Euh, et malheureusement j'ai pas pu y répondre à toutes parce que certaines vraiment avaient besoin d'une vidéo en entier, quoi, uniquement consacrée à ça, tellement elles étaient un peu plus complexes que certains pouvaient s'imaginer certainement. Genre la question qui est plus fort entre ça et ça, ou comment imagines-tu la fin de machin. Enfin voilà, j'essaie de répondre, je vais d'abord certainement répondre dans cette vidéo aussi avant tout aux questions qui reviennent aussi certainement dans quasiment toutes les vidéos. Euh, qui reviennent ouais, très souvent dans toutes les vidéos. Et qui moi me semblaient plus importantes. Allez, non pas que certaines questions avaient l'air moins importantes, mais je referai certainement une autre vidéo de vos questions, mais cette fois-ci uniquement centrée sur les shonen, les shonen qui font l'objet de reviews dans cette chaîne YouTube-ci. Voilà. Après ça, par ça, je ferai un listing des questions histoire que si certains sont directement intéressés par certaines questions particulières, puissent regarder directement les bons moments pour ça. Voilà. Bon. Première question. Bah écoutez, alors cette question va être relativement simple. Je m'appelle Gonzalo, ce qui est véritablement mon prénom. Oui, c'est mon prénom. Pour ceux qui ont vu par exemple récemment la Coupe du Monde, celui qui a marqué, qui a éliminé le but, qui a éliminé par exemple la Belgique de la Coupe du Monde s'appelait Gonzalo également. Je crois que c'était Gonzalo Higuain, ou je sais pas comment se prononce son nom de famille. En tout cas, donc moi c'est Gonzalo, c'est mon prénom, c'est hispanique à la base, donc autrement dit, il y a très peu de chances d'ailleurs que vous rencontriez, il y a très peu de chances que dans votre vie vous rencontrez peut-être un autre Gonzalo, je serai peut-être le premier, le seul, l'unique. Voilà, ça permet aussi de retenir plus facilement. D'où en fait le nom de la chaîne. Mais bon, le nom de la chaîne, allez, Gonzaro, c'est pas une question qu'on m'a posée, mais je me sens dans l'obligation d'expliquer. En fait, je me suis dit à un moment donné que pour comment au Japon on prononcerait mon prénom, je me suis dit, on le dirait, vu que là-bas il n'y a pas de L, on dirait Gonzalo. Gonzalo. Je trouvais ça très con, alors j'ai mis ça comme ça. Sans prétention, quoi. Et donc, je suis péruvien de base. Oui, c'est vrai, j'ai l'air d'un asiate, tout ce que vous voulez, mais c'est pas vraiment le cas, je ne le suis pas. Donc, je suis actuellement en Belgique, je vis là, tranquille, peinard, je suis pas tout seul, non, si vous vous demandez comment ça se fait que je gueule très souvent en lisant, est-ce qu'on me demande si je fais des trucs bizarres. Non, mais tout le monde est au courant, je fais des petites vidéos peinard. Donc, je suis sur Bruxelles, exactement, en Belgique. Je suis venu ici il y a très longtemps. Étant péruvien, je parle donc espagnol. Je fais actuellement des études en faculté de droit, que je suis encore. C'est assez chaud, mais j'essaie de suivre. Euh, que dire d'autre sur moi? Principalement, en dehors de ça, j'aime bien traîner avec mes potes. On aime bien aller par-ci, par-là, vers de nouvelles aventures. On traîne souvent dans des bars aussi. Euh, ces temps-ci, par exemple, comme activité, j'essaie d'apprendre de la guitare aussi parce que j'ai une famille de musiciens et je suis le dernier rejeton qui arrive pas vraiment à jouer. Et là, c'est pour ça que ça explique en fait la guitare qui derrière, qui est apparue récemment. C'est parce que j'ai commencé. Et, euh, et voilà, donc j'ai 22 ans. Après, je veux dire, le reste, c'est un peu superflu comme info. Je vais pas non plus vous dire, je sais pas moi, la couleur de mon slip, hein. Et donc, à part ça, qu'est-ce que j'aime? J'aime bien l'absinthe. J'aime bien l'absinthe. J'aime bien voir les films d'horreur aussi. Ça, c'est un truc que j'adore. Bon, on ira plus dans les détails, peut-être par la suite. C'était juste une petite présentation comme ça, histoire que vous me connaissiez un peu. Parce que c'est vrai que je fais souvent des vidéos et c'est vrai que je fais souvent des vidéos et au final, on me connaît pas plus que ça. J'ai commencé ça comme ça, genre, je faisais ça depuis longtemps. Donc voilà. Alors voilà, ça c'est l'ordi que j'utilise en général pour faire certaines reviews, mais enfin c'est assez rare que j'utilise ça. Donc on m'avait posé une question, c'était quoi les affiches sur le côté? Et en fait ce sont juste des annotations que j'ai fait durant ma première année de droit et que j'ai laissé là comme ça pour souvenir et parce que c'est intéressant aussi de revoir ça, de certains vieux trucs pour pas oublier, genre différentes institutions qu'il y a ici en Belgique, enfin c'est vraiment des trucs de droit quoi, y a rien, y a rien d'autre quoi. Bon, je vais pas faire une vidéo sur non plus sur ma maison parce que ma webcam, elle est pas sans fil, malheureusement. Donc là, j'ai fait une autre affiche, c'est une bête citation. Donc un juriste ne pleure pas et l'attaque, c'était quelque chose qu'un professeur avait lâché une fois en cours et c'est intéressant. Je l'ai mis là, on sait jamais. Là, sur le temps, on voit arrête de flâner bordel parce que pendant que je fous rien, pendant que j'étudie, pendant que je glande un peu comme ça, je regarde souvent sur le plafond et en fait, j'ai mis ça pour me rappeler qu'il faut bosser. Donc là, c'est mon vieux lit Ikea avec l'armoire Ikea juste à côté qu'on verra. On voit aussi mon sabre là qui dépasse là. D'autres affiches sur l'élaboration d'une loi. Enfin voilà quoi. Là, vous voyez des dicos, des livres, des lampes, des ventilos sur le sol, des pièces de carton, des pièces d'ordi que j'ai commandées, c'est tout. Voilà. Mais est-ce que je joue à des jeux vidéo? En fait, pour être honnête, j'ai arrêté. Enfin oui, je joue sur PC, mais j'ai arrêté les consoles de jeux, genre ouais, les consoles de salon, de ça. J'ai arrêté ça à la génération PlayStation 2. Et à la base, j'avais commencé avec une Super Nintendo, Mega Drive.
Non, la Saturn jamais, non, ça non. Nintendo 64 non plus. Non, c'était vraiment Super Nintendo, Mega Drive, la PlayStation ensuite, après il y a eu ma Game Boy, tout ça. Puis la PlayStation 2, et après je suis pas allé vraiment plus loin. Malgré le fait qu'effectivement il y a plein de jeux sur PS3 que j'aurais aimé, avoir l'occasion, enfin que j'aurais aimé jouer, quoi. Car il y a beaucoup de fois où j'ai eu l'occasion de pouvoir toucher à une manette de PS3 chez un ami. J'y ai joué à beaucoup de jeux, bon pas tous, pas tous ceux qui m'intéressaient effectivement, mais j'ai pas eu vraiment l'envie pas tant que ça, de me vouloir m'acheter une nouvelle console en fait. Je sais pas, peut-être c'est certainement le fait que j'ai grandi un peu et que je suis un peu allé vers le zone PC plus que les consoles. Enfin, voilà, je trouvais que le PC offrait plus de possibilités au final et PC for the win quoi, merde. Enfin, non, c'est sûr parce que c'est vrai que moi je trouve, hein, personnellement, que sans les consoles de jeu, je pense que les ordi, franchement, les ordi, on irait tellement loin dans plein de domaines, au niveau, surtout au niveau, par exemple, de la jouabilité des graphismes, ça, il y a vraiment plein de concepts, plein de choses qui auraient pu être incroyables si les consoles de salon ralentissaient pas le tout. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup, 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 beaucoup de jeux sur console qui sont très, très intéressants. Mais voilà, moi j'ai toujours été un fan de chez Sony. Et si j'ai pas acheté la PS3, malgré le fait que je vous laisse, c'était avant tout parce que je voulais attendre que d'abord le prix baisse, mais au final l'envie a disparu. Enfin, la Xbox m'intéressait pas vraiment. Enfin, la Xbox 360 m'intéressait pas tellement, et la Wii pareil, c'était pas trop mon truc. Surtout qu'autour de moi, tous les gens, quasiment tout le monde avait ses différentes consoles, donc au final, pour les tester, j'avais juste à aller chez eux, quoi. Enfin, bon, c'est vrai que ça fait limite, les gens étaient un peu des objets. Enfin, je me servais d'eux, mais non, c'était pas vraiment ça. J'étais là, je voyais la console, bon bah allons-y, quoi, voilà. C'était pas naturel chez moi de vouloir directement jouer. Par contre, j'ai passé des centaines et des centaines d'heures, et mes pouces s'en souviennent encore. Mes pouces qui sont du cuir maintenant ici au niveau. Là, c'est du cuir maintenant chez moi. Franchement, il y a une aiguille, l'aiguille elle se casse. Parce que franchement, j'ai eu des putains d'ampoules à l'époque. Quand je jouais sur un PlayStation 1, la saga des Final Fantasy, le 7, le 8, le 9, surtout le 8, et le 10 sur un PlayStation 2, là, franchement, c'était des jeux, je pensais des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'heures. Final Fantasy qui est d'ailleurs ma saga de jeux vidéo favori. Ça, et il y avait God of War aussi dedans. Il y a le 3 en fait que j'ai pas eu l'occasion de tout finir chez un pote qui l'avait. Bon, il y avait ça, mais non, c'était surtout Final Fantasy. Et la saga de Resident Evil, pardon. Mais ça c'était avant, parce que actuellement parlant, ça m'intéresse plus vraiment. C'est plus trop mon. Non, j'y ai joué le 6 par exemple, j'y ai joué, enfin le 5 aussi un peu. Non, non. Le dernier qui était potable, c'était encore le 4, mais après tout ce qui est sorti, c'était de la grosse merde, mais vraiment de la chiasse intersidéral, mais un gros fisting, et je trouve ça dommage parce que c'était une belle saga. Les Silent Hill aussi, j'aimais bien tout ce qui était jeu de rôle, les jeux qui faisaient peur à l'époque, hein. J'étais pas trop FPS sur PC, j'ai réussi quelques FPS. À la base, j'avais commencé avec aussi j'avais commencé quoi, Counter-Strike puis j'avais essayé quelques Call of Duty. Oui, certains vont dire oh pigeon, tu l'as acheté. Enfin, je les avais pas tous achetés, je crois que j'en avais que deux, le Modern Warfare 3 et Black Ops 2, je crois. Après j'ai pas cherché à avoir plus de trucs. Après, j'aimais pas trop les jeux de foot. Enfin, si, j'aimais bien avant, quand c'était avec un pote à la console, mais maintenant, non. Je suis pas trop chaud à vouloir aimer ce genre de jeu-là. Je préfère les jeux de fight en fait. Et encore, le pire, c'est que les jeux de fight que j'avais, c'était sur PlayStation 2. Je me souviens, c'était le dernier vrai jeu de fight où j'étais super fort, c'était Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, un truc de malade, ce jeu, j'éclatais tout le monde. Je me souviens même. Bon là, tout ce que je dis, c'est de l'anecdotique, mais je me souviens même, j'étais tellement un fan de jeux de fight comme ça, Dragon Ball à l'époque sur PlayStation, enfin sur PlayStation 2, que je me souviens, j'étais avec mes amis, on était à la Fnac et il y avait Tenkaichi 3 en exposition, mais la version sur Wii, vous voyez, avec la fausse manette rétro là. Et donc, il y avait une file de joueurs là, qui étaient là, et je les avais tous éclatés, à tel point qu'ils m'ont demandé de sortir. J'étais avec mes amis, on était tous en train de rigoler, parce que j'avais éclaté toute la file de joueurs, avec une manette de Wii, la manette rétro de Wii là, et je les avais tous éclatés. Hein, c'était pas avec la Wiimote, hein, c'était avec vraiment la vraie manette pour jouer aux anciens jeux rétro, genre GameCube, ça. Enfin, ouais, non pas GameCube, mais je veux dire les anciens jeux sur NES, tout ça. Et là, je les ai tous éclatés, quoi. Direct. Et moi, j'étais tellement fier de moi. Et encore aujourd'hui, je peux tous vous éclater là-dessus. Voilà. Donc si l'occasion un jour je rencontre l'un d'entre vous qui a une PlayStation 2, que je suis là, qui a deux manettes et qui a le jeu, allons-y, on filme tout ça et voilà, on fait le spectacle, quoi. Voilà, mais sinon, à part ça, bon, non, je suis vraiment sur PC, je joue à Dota 2. Dota 2, certainement beaucoup, 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 beaucoup. Je suis devenu très bon dessus, très très bon. Je sais que j'aurais pu être un jour pro en plus. Enfin, ça, c'est pas grave. Donc Dota 2, je rejoue encore de temps en temps à Counter-Strike Source, mais surtout au minigame, zombie mode, ça. Il y avait aussi Left 4 Dead 2. Bon, il y a les Call of Duty, mais bon, ça, j'ai laissé un peu tomber depuis, depuis le moment. J'avais aussi Naruto Ultimate Ninja Storm 3.
Full Burst. Et j'aimerais bien trouver d'ailleurs quelques joueurs là-dessus. Si vous avez sur PC, allez-y, parce que j'aime bien ce jeu. Le problème, c'est qu'en ligne, ça lag tellement. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui lag pas trop, puis pour s'amuser, quoi, pour le fun, quoi. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre encore? Non, mais principalement, je joue à cela sur PC. Je crois que j'en ai d'autres. J'avais aussi Halo Combat Evolve, mais vraiment le tout vieux, quoi. Mais vraiment le tout vieux. Et j'y joue plus tellement depuis le moment. J'avais essayé League of Legends, parce que c'était un jeu qui était vraiment joué partout, mais non, j'étais plus Dota que League of Legends. Franchement, après avoir essayé les deux, non, Dota. Voilà. Alors maintenant, quel genre de musique j'écoute? Quel genre de musique? Bon, ça c'était les jeux vidéo, mais la musique. Alors, à la base, j'étais un fan de. Je me souviens, mon premier groupe préféré de musique, c'était un fan de métal, pardon, un groupe de métal. C'était System of a Down. C'était vraiment mon tout premier groupe de métal favori que j'aimais bien. Alors actuellement parlant, je suis pas vraiment un fan de métal en soi, hein, mais je crois que c'était cette musique-là qui me plaisait, vous savez. Bon, on a plusieurs styles de musique, certains aiment directement le rap, d'autres le R&B, d'autres plein d'autres trucs. Enfin, le rock, la pop, enfin, je sais pas, moi, même la musique classique, tiens, allons-y, quoi. Enfin, bon, à l'époque, l'électro, par exemple, c'était pas tip-top, c'était pas le truc que les gens écoutaient. À l'époque, j'ai l'impression d'être vieux, quoi. Non, soit, mais voilà, c'était surtout ça, c'était mon fait. Depuis, en fait, j'ai un peu évolué. Enfin, j'ai un peu évolué. J'ai écouté un peu certains sons populaires, mais j'étais jamais vraiment un gars qui allait, par exemple, acheter des albums du Nirvana. J'étais plus, comment dire ça? J'étais plus du type à obtenir les musiques d'une manière telle que je ne débourse pas ce qu'on appelle de l'argent. Voilà, je sais pas si vous avez compris. J'empruntais des données qui se formaient pour faire de la musique. Voilà, je comprenne qui pourra. Dans tous les cas, donc il y avait vraiment beaucoup de groupes de rock que j'aimais aussi. Mais vraiment, ils sont tous vus maintenant, je les aime plus vraiment parce qu'ils ont changé leur style et voilà, c'était juste parce qu'un ami m'a fait découvrir tous ces groupes-là. C'était un peu les trucs un peu classiques, quoi. Je me souviens, il y avait quoi, Sum 41, il y avait Linkin Park avant aussi, j'aimais bien il y avait deux albums que j'aimais bien chez eux. Bon, System of a Down, j'ai arrêté d'écouter après. Enfin, de temps en temps, je réécoute comme ça, mais la musique maintenant me fait un peu chier en fait. Enfin, j'aime toujours le groupe. Franchement, d'ailleurs, si un jour j'avais l'occasion d'aller à un concert, j'irais directement sans réfléchir, quoi. Il y avait Billy Talent, que j'aime beaucoup aussi. Je sais pas si c'est comme ça, hein. Billy Talent. Mais actuellement parlant, enfin, non, non, excusez-moi, je vais terminer. Il y a Foo Fighters, il y avait Bullet for My Valentine que je kiffais aussi. Il y avait SR71, il y avait un autre groupe là, comment ça s'appelle il y avait Maroon 5 aussi que j'écoutais parfois. Juanes, j'aimais bien aussi. Juanes, j'aimais bien aussi. Bon, tout ça, c'est pas évidemment le même style. Ouais, Foo Fighters, voilà. Euh, Comment s'appelle l'autre groupe là? J'ai oublié. Il y a un groupe, mais j'ai oublié le nom directement, c'est incroyable. Attends, non, il y a plein de groupes qui me viennent en tête, mais là, franchement, je ne saurais pas tout vous dire ça. Il y a un groupe, j'arrive pas à trouver, ça m'énerve. C'est pas grave, mais en tout cas, actuellement parlant, en fait, j'ai décidé de m'intéresser en fait à des sons où il n'y a pas vraiment de chanteurs. En fait. Je préfère des sons de groupes qui font de l'instrumentation, comme ça, je trouve ça bien plus stylé, je trouve. Je sais pas, j'ai arrêté de m'intéresser à la voix et je m'intéresse plus maintenant au son des guitares et ce que ça transmet, hein. Enfin, par exemple, là, un des groupes favoris, mon groupe favori du moment, enfin un groupe, allez, c'est un duo, c'est Rodrigo et Gabriela. Donc vous avez certainement peut-être entendu deux trois titres dans certaines vidéos que je glissais comme ça vite fait. C'est un mec et une autre, je crois qu'ils sont ensemble, hein, qui jouent tous les deux de la guitare et mais ils font que ça quoi, ils font que ça. Aucun des deux chante et ils font de super musique comme ça avec la guitare. Je vous recommande, c'est vraiment très bien et très très stylé. En dehors de ça, j'aime aussi beaucoup certaines musiques parce qu'avant on pouvait pas les apprécier, mais actuellement j'aime beaucoup certaines musiques de jeux vidéo qui m'intéresse de plus en plus parce qu'avant, vous savez, la musique dans les jeux, c'était vraiment des sons 8 bits, puis 16 bits, enfin des sons un peu, des sons synthétisés, quoi. Et maintenant, dans plus en plus de jeux, on a des orchestres, on a des trucs de fou, quoi. Par exemple, le premier jeu qui m'avait saisi avec ce genre de musique, c'était genre Final Fantasy X. Final Fantasy X et le 12, hein, mais bon, le 12 c'était un peu moche. Le 10, où il y avait vraiment de belles musiques qui m'avaient vraiment, waouh, putain, mais on peut faire des trucs de fou, quoi. Enfin bon, je veux dire, actuellement parlant, ça a l'air très con ce que je dis, mais je veux dire, entre 2000 et 2001, tout ça, c'était vraiment le moment où j'étais là, putain, c'est magnifique, quoi. Donc parfois, j'essaie de m'intéresser à certaines bandes, même de films, hein, aussi, hein. Je m'intéresse à certaines bandes originales. Par exemple, il y avait Hans Zimmer, qui est un très bon compositeur, il y avait Powell, non, c'était surtout ces deux-là, hein. Par exemple, au niveau des jeux vidéo, c'est certainement ces deux japonais, c'était Nobuo Uematsu qui faisait donc justement les Final Fantasy, et il y avait aussi celle qui faisait les Kingdom Hearts, qui est aussi un très bon jeu que j'aime bien. C'était Yoko Shimomura, un truc comme ça, enfin, qui fait aussi de super 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 orchestrations comme ça, c'est magnifique. J'adore. Ensuite, donc, au niveau, par exemple, de certains animés, c'est vrai que j'avais dit que j'aimais beaucoup, par exemple, certaines musiques, genre Fairy Tail, par exemple, j'avais dit que j'adorais la musique, les musiques de Fairy Tail, les OST, tout ça. Mais je crois que c'est une des rares exceptions parce qu'il y a beaucoup d'animés, je suis pas vraiment un fan non plus, hein, mais c'est vraiment Fairy Tail, je crois que c'était la seule exception. Même, je me suis même intéressé
au rock celtique quand j'ai connu ça, parce qu'on m'a dit, ouais, mais la musique de Fairy Tail, c'est un truc genre du rock celtique, du métal celtique, je sais pas quoi. Alors je suis allé me renseigner, c'est vrai que c'était sympa, je trouvais. Je savais pas qu'on pouvait avec certains instruments faire des sons aussi stylés, je trouvais, mais voilà. Ça m'a ouvert à différents types comme ça. Mais plus que ça, c'est surtout les sons latinos que j'aime bien maintenant, un peu de salsa, ça fait bouger, voilà. Je réfléchis pas. Je préfère entendre en fait, des musiques sans parole pour que le son guide un peu mon esprit sans vraiment que je dirais, pour pouvoir me laisser réfléchir. Et c'est aussi sympathique d'écouter ça quand tu vous faites n'importe quoi, même étudier, hein. Enfin, moi, j'essaie d'étudier avec la musique aussi, ça permet à mon esprit d'avoir une sorte de rythme, de structure qui permet un meilleur apprentissage. Voilà. Ça. Euh, alors, qu'est-ce que je fais comme études? Ça, j'avais déjà dit, hein, c'était donc des études de droit. Voilà. Après, t'es pas obligé de répondre à tout, tu t'en doutes. Bah, ok, bah, j'ai tout répondu. Question suivante. Alors, c'est une question, je m'attendais à cette question-là. Alors, pourquoi est-ce que je me suis lancé dans les reviews? Bah, à la base, je l'avais dit, mais pourquoi je dis ça de toute façon? Bref. Donc, je suis un gars qui discutait en fait sur les forums de certains, genre Manga France par exemple, ou même d'autres forums, des forums anglais que je visite plus maintenant, je sais même plus s'ils existent d'ailleurs. C'était des forums où en gros je discutais avec d'autres personnes, en gros, oui, voilà, il va se passer ceci, cela, vous pensez quoi ce chapitre, machin, on élaborait des théories, on rigolait ensemble sur certaines conneries, voilà, enfin, c'était vraiment discuter de choses et d'autres sur un manga en particulier. Là où j'ai vraiment commencé, c'était avec Naruto. Je me souviens, il y avait un vieux forum où j'avais commencé à faire ça, hein, toutes les semaines, il y avait un nouveau sujet, un nouveau chapitre, et on discutait là. Voilà, il s'est passé ceci, mais il va se passer cela. Voilà. Et en gros, plus ou moins, on disait plus ou moins, on faisait notre review à chaque fois, en fait, plus ou moins. Et moi, je faisais ça aussi. Mais on partageait des idées, on s'échangeait diverses théories, quoi. Pourquoi on faisait ça d'ailleurs? Parce que je crois que c'était dans le but. Je crois que essayer de comprendre justement le manga et ce qui va se passer ensuite nous permettait justement de plus apprécier. C'est surtout parce qu'on est de grands fans de ce genre d'histoire-là qu'on essayait de discuter le plus possible du sujet. Mais après, on faisait aussi d'autres trucs, hein, mais bon, voilà, ça c'était. Ça avait plus rien à voir avec le manga, c'était vraiment des trucs en particulier. Bref. Et ensuite, des années plus tard, j'avais vu en fait sur d'autres chaînes YouTube de certaines personnes en Amérique, par exemple, en anglais, en espagnol, peu importe, qui faisaient donc des reviews de ce et je me suis dit, mais putain, mais ils font des trucs que moi j'aimerais bien faire comme ça. Alors je me suis lancé, je me suis dit, ok, bah allons-y, tentons le coup. Et donc j'ai fait une vidéo qui avait commencé, je crois que mon première vidéo c'était sur Fairy Tail, et je discute beaucoup avec certains amis qui lisent aussi Fairy Tail ou même Naruto. On discute comme ça, même entre potes, hein. Si vous êtes avec des potes qui lisent Naruto, vous êtes là. Eh, t'as vu le dernier scan de Naruto? Ouais, t'as vu Madara comme il est trop cheaté? Oh putain, sa mère la pute. Voilà, c'était des belles discussions. Et je me suis dit au final, bah, pourquoi pas partager ça avec deux personnes. Et voilà, j'ai créé la chaîne et c'est tout. Donc maintenant, est-ce que je compte faire d'autres reviews? Bah ouais, certainement. Enfin, faut voir avec. Faut voir avec le temps. Maintenant, effectivement, Naruto va terminer. Naruto va bientôt terminer. One Piece, on a encore du bout de chemin. Je pense Bleach, je pense qu'il reste encore un peu plus de temps que Naruto. Fairy Tail, ça, on est encore un peu dans le brouillard. Je dirais que Fairy Tail est plus ou moins à la même distance de sa fin que Bleach l'est aussi, que Bleach l'est. Donc après, oui, je remplacerai certainement ça par d'autres mangas. Maintenant, lesquels? Ça, je sais pas encore. Celui qui a le plus de chance, c'est certainement Hunter x Hunter. Et je me suis pas encore remis, en fait, je me suis remis surtout à Shingeki no Kyojin. J'ai rematé d'autres épisodes en essayant de me mettre dans la position de quelqu'un qui n'avait pas de base, enfin, dans les mangas. Et au final, c'est vrai que c'était pas si mal que ça. Donc je vais continuer de finir d'abord la saison de Shingeki no Kyojin. Et quand j'aurai terminé, je vais me mettre alors à Hunter x Hunter. Après, je ferai peut-être des reviews des deux, qui sait. Donc, mais Hunter x Hunter, là, en fait, je vais mater l'animé. Et ensuite, quand j'ai rattrapé, là, quand l'animé, enfin, quand j'aurai terminé l'animé, je vais essayer de lire la suite de ce qui existe en manga. Et ensuite, je lirai tout ce qui s'est passé avant en manga aussi, pour essayer de voir un peu les différences. Tout ça, peut-être qu'il y a des trucs aussi qui n'ont pas été adaptés. Donc, je vais essayer de regarder tout ça. Parce que c'est ce que j'avais fait avec Full Metal Shin Brotherhood par exemple. Enfin, c'est vrai que j'avais lu aussi vite fait le manga, mais deux trois tomes, mais après il y a eu l'ancien animé que j'avais pas trop aimé, puis il y a eu le Brotherhood que j'ai regardé, et là j'ai adoré, j'ai re-regardé tout ce qui s'est passé avant en manga aussi. Donc voilà, je vais faire comme ça, et si tout se passe bien, donc effectivement, normalement il y aurait Hunter x Hunter. Alors il y en a d'autres, il y a d'autres également, d'autres mangas que j'aimerais bien review, mais qui sont pas trop connus pour l'instant, et j'attends de voir comment ça évolue. C'était Nanatsu no Taizai que j'adore. Mais il y a un autre manga qui était assez long que j'avais lu qui m'avait pas trop intéressé, c'était Toriko. Et j'aurais aimé que Toriko m'intéresse parce qu'il a l'air sympa, mais je sais pas, j'ai pas eu le déclic, donc je pense pas que je ferai des reviews là-dessus. Et au final, de toute façon, il y a tellement d'autres mangas, on verra, hein. Ce sera aussi l'occasion de découvrir d'autres nouveaux mangas, vous faire découvrir peut-être même de nouveaux mangas. Voilà. La question, déjà, mon manga préféré, je l'avais dit, c'était Samurai Deeper Kyo, je l'avais répété plusieurs fois.
Et si j'avais répété plusieurs fois, c'était pour une bonne raison, parce qu'en fait, c'est mon manga préféré, mais subjectivement parlant. Je n'ai pas vraiment de manga préféré objectivement parlant. Et pourquoi je dis subjectivement parlant? Parce que c'est mon tout premier manga, en fait, je crois. C'était vraiment mon tout premier manga. Euh, allez, mon tout premier. Non, c'était ma véritable grosse saga que j'ai suivie constamment et de manière correcte. C'est-à-dire que j'achetais tous les 3 mois, je crois, c'était comme ça, le nouveau tome et tout. Parce qu'avant, il y avait Dragon Ball, j'avais lu avant d'autres mangas, mais c'était des mangas que je lisais, que j'avais jamais acheté, que je trouvais comme ça chez un ami, chez un membre de ma famille, comme ça, qu'il avait déjà. J'ai dit, ah ok, c'est cool. Dragon Ball, ça, c'était vraiment pas un manga, j'avais pas vraiment suivi au début, c'était surtout l'animé, un peu comme tout le monde, en fait, à la base. Enfin, tout le monde en Europe, surtout. Donc, Samurai Deeper Kyo, c'était un super manga de 38 tomes et c'était vraiment mon manga que j'adorais. C'était un truc de malade. J'adorais pratiquement tous les persos. Bon, je trouvais ça un peu dommage qu'il y ait certains trucs qui se passaient pas, mais c'est un manga qui est, voilà, c'est mon préféré, c'est mon coup de cœur. Et j'invite des gens à le lire, franchement. J'invite des gens à le lire parce que je sais pas, peut-être qu'ils vous l'aimeraient aussi et il y en a d'autres du même auteur de toute façon. Donc voilà, mon manga préféré, c'est celui-là. Alors, mon top 5 par contre, de mes préférés, ça c'est impossible. Je peux pas vous dire ça parce que je ne saurais pas le faire. En fait, j'ai pas de. Je sais dire lequel est mon préféré, celui-là, mais je ne saurais pas échelonner les mangas que j'ai lus de telle manière à dire que celui-là est meilleur que celui-là parce que meilleur que celui-là parce que en fait, je les ai tous lus de la même manière, je les apprécie tous autant. Donc, je sais pas que j'arrive pas à les classifier, mais non, en fait, si, voilà, j'arrive pas à les classifier. Je saurais pas le dire. Je saurais dire lequel j'aime bien, mais après, je sais pas. Maintenant, si on peut dire au niveau de l'attention que j'accorde, je dirais peut-être alors Fairy Tail se met un peu plus au-dessus que les autres, même au-dessus de Samurai Deeper Kyo, vu que je ne le suis plus vraiment, vu qu'il est terminé. Mais actuellement parlant, c'est Fairy Tail qui a, je crois, le plus mon attention. Avec ceux que je review actuellement, évidemment, sinon je ne les reviewerai pas. Quoi. Alors, maintenant, qui est le plus fort entre Fairy Tail, Naruto, One Piece? Je sais pas. Attends, quoi? Attends, le plus fort entre Fairy Tail, Naruto, One Piece. C'est un peu bizarre cette question. Je sais pas, attends. Moi j'aimais bien la scène où Fairy Tail il combat Jelal, tu vois. Il semblait très fort la Fairy Tail. Par contre, c'est vrai que la scène où One Piece, c'est vrai que la scène où One Piece par exemple, il sauve Robin, et ben là One Piece, je te jure, il était bien parce que quand on voyait les flashbacks de One Piece, le flashback de One Piece quand One Piece était petit, et ben One Piece, il était vraiment super incroyable. Ah bah si j'imagine que la question était qui est le plus fort de tous les persos dans ces 3 mangas-là, bah je dirais que dans les 3 mangas confondus, le plus puissant de tous les persos, ça se joue entre Hades dans Fairy Tail, dans One Piece ça se joue avec Gold Roger qu'on n'a jamais vu Barbe Blanche techniquement, de ce qu'on a vu, et dans Naruto je dirais bah, le Rikudo Senin techniquement. Mais le problème c'est qu'on connaît tellement pas assez bien leur pouvoir que je ne saurais pas vous dire exactement qui est le plus fort, parce qu'on manque de données. Barbe Blanche, on l'a vu par exemple quand il n'était pas aussi fort que de son époque de gloire. Quoi. Rikudo Senin, on l'a pas assez bien vu, et encore maintenant actuellement dans le manga, on parle de sa mère là. Enfin, c'est un dieu, mais jusqu'où va son pouvoir? Est-ce qu'il c'était le même potentiel que Madara, qui s'est fait éclater un peu par Naruto Sasuke? Enfin, voilà. Et dans Fairy Tail, il y a Hades qui techniquement est le plus fort. Enfin, il y a Zerev, mais encore une fois, Zerev, on ne sait pas jusqu'où va son pouvoir, donc je ne saurais pas dire Zerev. Même si on peut supposer qu'il est le plus fort, on ne sait pas jusqu'où ça va. Donc je parle vraiment de persos comme ça dont on connaît le pouvoir. Bien d'ailleurs, ça m'a donné une idée, mais j'en reparlerai. Parce que cette question-là m'a donné une idée, mais j'en reparlerai une autre fois. Donc je dirais entre ces trois-là, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je ne saurais pas dire. Mais je sais que c'est ces trois-là. Hades, Kirikudo, Senin et Barbe Blanche. Hein, parce que Gold Roger, c'est vrai, c'est le seigneur des pirates, mais encore une fois, on ne sait pas comment il se bat, donc je ne serais pas à répondre à cette question si je ne sais pas ses pouvoirs. Je ne connais pas ses pouvoirs. Et quand je dis Hades, certains vont dire oh, mais attends, mais Hades il a été vaincu là. Oh, calme ça. Il a été vaincu par des petits cons. Non, 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 mais Hades il est censé être invincible. C'est dans les mêmes conditions. S'il avait été balancé comme ça et qu'il avait réfléchi, il aurait pas combattu. Il aurait pas perdu, pardon. Hein, donc faites pas les malins non plus. Hein. Hades, bien que je ne sois pas un perso que j'apprécie beaucoup, il avait au moins c'est le perso que je sais que objectivement parlant, c'était le plus fort pour l'instant du manga depuis le début, c'est le plus fort. Voilà. Sans compter donc Acnologia, tout ça. Ouais. Donc voilà, je pense que que cette réponse aura répondu à ta question. Enfin, en partie du moins. Moi, j'en ai plus, je crois encore. Ouais, attendez, il en reste encore quelques-uns ici. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais. Ouais, en fait, non. Et il y aurait ça aussi. Ouais, non, celui-là aussi. Et ça. Et ce petit dernier. Donc, en définitive, je dirais que j'en ai
Bah... Ah tiens, j'avais oublié de parler de celui-là. Mais je lis que le premier tome, il m'a pas plus intéressé que ça. Ouais, bah j'en ai... Il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup et je serais pas dire. Je serais pas dire. Tiens, la jaquette. Tiens, il est où le tome? Ah, il est là. C'est ah, bah, c'est Samurai Departure, mon manga préféré. Bref, donc là-dedans, je serais pas dire, hein. Franchement, je dirais 38 pour SDK. Fairy Tail, je crois que j'en ai une... ouais, je sais pas, peut-être une dizaine parce que le reste, j'ai lu en scan. Naruto, j'en ai certainement plus de 45. J'en ai au moins 45. Il y a les Dragon Ball aussi. Quelques tomes de Bleach là en dessous. Ouais, je dirais que j'en ai certainement plus de 100. Ce qui au final est pas si énorme que ça, hein. Mais vraiment pas si énorme que ça, mais... ouais, je dois en avoir 120. Ouais. Ouais, ouais. Bon, je dois avoir que ça, hein, mais... C'est quand même beaucoup, hein. Tout ça, c'est des trucs accumulés au bout de... Vraiment que des trucs accumulés au bout de... Ouais, je sais pas. Tiens, ça n'a rien à foutre là, ça. Des tomes accumulés... Oh putain, un chapitre un tome de Bleach, hein, il y en a d'autres, certainement. Qui sont accumulés au bout de plusieurs années, je crois, au bout de... Entre mes 13 et... Entre mes 13 et 17 ans, je crois. En 4 ans, j'ai accumulé tout ça. Ouais, c'est beaucoup. Mais il y en a beaucoup qu'on m'avait offert. Genre... Ah bah voilà, mon tout premier tome de Samurai Deep Hercule, je crois que c'était... on me l'avait offert. On m'avait offert en fait les 5 premiers tomes à Noël. Et je me souviens, j'adorais. Bref, j'ai acheté toute la suite après. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça répond à ta question. Le fan service me dérange pas vraiment en fait. Je dirais même que parfois il pourrait même être nécessaire. Prenons un manga comme Fairy Tail. Il y a beaucoup de fan service. Certains diront que c'est du Ichi, c'est pas du Ichi. Euh, enfin, j'en avais. Putain, mais en fait, ça, c'est des trucs que j'avais abordés malheureusement dans ma vidéo qui parlait de Fairy Tail, mais elle a été bloquée tellement de fois et j'ai peur que si jamais en ligne ça nique un peu. Donc voilà, c'est un petit sujet à part, mais bon, je vais essayer quand même d'y répondre. Alors sans essayer non plus de trop extrapoler. Mais oui, le fan service, ça me pourrait me déranger si c'est dans des scènes totalement inutiles, si en gros ça ne sert à rien. Et effectivement, si on prend Fairy Tail, il y a beaucoup de fan service qui en fin de compte ne servent à rien. Mais d'un autre côté, le fan service qu'il y a dans Fairy Tail, parfois, je dirais que bah, il est normal. Enfin, bah, je sais pas, les fois par exemple on voit Lucie dénudée, c'est dans des scènes où je sais pas, il y a des explosions et ses fringues ne survivent pas. Ce qui dans un sens est plus ou moins logique. Parce que si on prend d'autres mangas où tous les héros subissent des putains d'attaques, des rayons laser, des attaques de feu, je sais pas, et leurs fringues sont intactes. Et à chaque fois, je me dis, putain, mais normalement, il devrait finir à poil. Et qu'est-ce qu'on a? Bah, on a la même logique dans Fairy Tail. Et bah, dans Fairy Tail, il y a Lucie qui subit des attaques, il y a des explosions, c'est éclaté, et ses fringues survivent pas. Déjà qu'elle porte pas beaucoup de. Déjà qu'elle porte des vêtements très petits, très courts, tout ça. Alors, si en plus, ses fringues doivent survivre à des explosions, non merci. Et donc, ils ont trouvé la parade, bah, ils ont fait qu'à chaque fois, bah, il y a un personnage qui vient lui ramener des fringues. Et voilà, bah, c'est ça, c'est tout. Est-ce que ça, c'est du fan service inutile? Bah, non, en fait, je crois que c'est un peu. Bah, c'est en même temps parce que voilà, ça nous arrange un peu, et en même temps aussi parce que bah, ça suit un peu la logique. La meuf, elle combat beaucoup, bah, elle a pas le choix. Voilà. Et pourquoi chez les mecs ça dérange pas? Bah, il y a beaucoup de mecs qui terminent torse nu ou qui doivent limite changer de fringue, genre Natsu récemment dans Fairy Tail. Donc voilà. Est-ce que ça me dérange à ces moments-là? Bah non, ça me dérange pas vraiment. D'autres fanservice, c'est genre on discute, et genre la meuf elle se met à poil directement sans raison. Alors ça, c'est du fanservice qui me fait un peu chier parce que justement on perd des cases pour rien. On perd des cases pour rien. Maintenant, si c'est avec un dialogue qui est censé faire être drôle, comique, tout ça, de temps en temps, ça, ok, ça, il y a des mangas qui le font bien. Par exemple, dans Bleach, il n'y a pas tellement de fanservice que ça. Enfin, il n'y a pas vraiment de fanservice fait exprès. Il y en a quelques-uns, d'ailleurs, récemment, qui ont été faits. Quelques-uns, mais voilà, c'est... Le pauvre Kubo, il fait du fanservice quand il en a envie, en se disant, ouais, ça va peut-être attirer certains lecteurs ou quoi, ça va leur faire plaisir. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a un chapitre Fairy Tail où il y a Erza et Lucie qui balancent leur... voilà. Et donc, le mec, il dit, ouais, ok, excusez-moi, maître. Le mec, il se rend compte qu'il joue dans la cour des grands, là, quand même. Enfin bon, évidemment, ils sont pas Bleach et One Piece, pardon, Bleach et Fairy Tail sont pas publiés dans le même magazine, mais ça change rien et que le mec il a certainement dû comprendre qu'il faut pas déconner avec les pros. Dans One Piece par exemple, le fan service c'est plus tourné au niveau de la taille des seins en fait. C'est surtout ça que ça tourne vraiment de la taille des seins en général. Il y a vraiment que ça en fait. C'est vraiment que ça en général, c'est vraiment la taille des seins, mais une fixation chez les japonais au niveau de la taille des seins. Certains diront ouais c'est parce que chez les japonais ils ont pas vraiment, les femmes ont pas vraiment de gros seins donc ils se rattrapent un peu dans les mangas, blablabla. Mais voilà, je veux dire, en même temps, les personnages dans les mangas, c'est pas censé non plus être des japonais, donc voilà, enfin, bon, c'est vrai que la plupart le sont, mais c'est dans certains mondes imaginaires, ça n'existe pas le Japon dessus, donc au final, c'est des meufs au gros sang, on s'en tape pas peu. Bon, maintenant, à part ça, je dirais que, en définitive, le fanservice me dérange pas,
il a une utilité parfois. C'est vrai qu'il pourrait être plus intéressant parfois d'utiliser ces moments de service pour d'autres choses, mais je crois que c'est surtout utilisé à des fins humoristiques. À des fins humoristiques dans Naruto, par exemple, c'est surtout utilisé à des fins humoristiques. Avant tout, dans Fairy Tail, c'est juste parfois même dans des discussions tout à fait normales, genre, je sais pas, ils prennent un bain ou des douches. Enfin, ouais, là, logiquement, on est censé les voir à poil s'ils prennent une douche. Mais bon, je veux dire, en même temps, dans le manga, pourquoi on nous montre qu'ils font pourquoi on nous montre pendant qu'ils prennent des bains, on s'en fout de ça. On va les voir discuter, faire des découvertes, combattre, que sais-je, voyager. Donc, est-ce que tout cela a un sens ou pas? C'est savoir avec l'auteur et ses besoins et son type de manga surtout. C'est le style qu'il veut lui donner, et ça dépend. Voilà. Alors, je crois que c'est une question, j'imagine, ironique. Mon top 1 du plus grand sadique de manga, je l'avais dit récemment, c'était, euh, c'était le père dans Fairy Tail. Donc, c'était le père de Minerva, alias ce gros enculé, enfin, je trouve, dans le scan où on a vu ce qu'il a fait, ce gros enculé de Gema, ou Genma, en fait, j'ai jamais vraiment su son véritable prénom, je crois que c'était Gema au final. Enfin bref, Gema, le mec, il dessape sa fille, enfin non, il lui demande de faire des trucs et il n'y arrive pas, il dit, tu enlèves tes fringues et tu restes donc elle reste à poil quoi, et tu pourras revenir à la maison quand tu auras arrêté de pleurer. Donc pourquoi la foutre à poil? Enfin c'est quoi ce père qui fout sa fille à poil? Je veux dire, il y a un petit délire un peu malsain là-dedans qui nous rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Non, mais enfin, je veux dire, non, c'est dégueulasse, quoi. Je trouve ça horrible, surtout que c'est une pauvre gosse. Enfin, la gosse, elle est terrorisée. Et à voir ce qui est devenu sa fille maintenant, on peut comprendre qu'elle est souris quand son père a eu des petits problèmes avec Sting. Enfin, ça, c'est dans Fairy Tail. Donc. Mais en y réfléchissant, en fait, en lisant la question, en y réfléchissant, je me suis dit, mais au final, non. Le plus gros sadique et le plus gros enfoiré que je connais, c'est pas lui. Pour moi, le plus grand méchant que j'ai, enfin, le plus grand sadique, pas méchant, que j'ai vu dans tous les mangas que j'ai lus jusqu'alors, selon moi, et dans le manga Samurai Deeper Kyo, justement. Et il s'appelle Shinmei. Il s'appelle Shinmei. Ce mec, pour vous faire une petite idée, c'est un gars qui déteste les êtres humains. Enfin, je vais pas non plus vous expliquer tout son passé parce que sinon ça va être très très long. Et en plus, pour ceux qui liraient le manga, ça risquerait d'aller spoiler. Mais on va dire que ce mec, en gros, il tue quelqu'un par erreur. Il fait oh putain, il y a son sang qui est en train de salir mon sabre, alors que c'est un personnage très très important et tout. Il fait ça devant le héros et genre après, je sais pas, il prend une meuf comme ça, enfin une meuf qui veut la tuer pour se venger, il la tabasse comme ça. Et après, il lui casse le bras et après il la soulève avec le bras qui est pété et il lui casse l'autre bras et après il écrase sa tête et tu vois, genre, enfin je dis tu vois, mais d'ailleurs il la porte en la tenant. Je demande au gars avec ce bras cassé. Et il dit oh c'est incroyable que tu arrives à rester conscient avec ce bras cassé. Euh, Machin doit être fier de toi, machin qui a été tué donc par ce même mec. Et donc je vous masque des petits prénoms comme ça, si vous pigez pas, c'est dommage. Et ce mec parfois aussi genre, il y a ses sous-fifres, ils sont là, excusez-nous maître Shinmei, on a raté notre mission. Et le gars il fait oui bah, c'est pas très grave, allez, on va faire un petit truc de rattrapage. Je mets une ligne sur le sol. Si vous la dépassez, vous êtes sauf et je vous pardonne et vous êtes libre de partir. Et donc il les laisse passer. Et en fait, ils se retournent et font ah merci de nous avoir laissé passer et tout, c'est cool. Et en fait, non, ils sont tous morts, il les a tous tués. Genre, en fait, il voulait juste qu'ils s'approchent de lui pour les tuer. Enfin, bref, ce gars, c'est un gros enfoiré. À sa tête, c'est un bâtard. En fait, le mec, le pire, c'est que ce mec, c'est un gars qui dit oui, j'adore la paix, l'amour, il faut justement partager et agrandir la paix de chacun. Enfin, je sais pas ce qu'il a fait. Et, euh, et après, le pire, c'est que ce mec, en fait, c'est le plus gros des enfoirés, le plus gros des sadiques. C'est ça le pire. J'aime pas qu'on me brise ma paix. Je déteste ça. J'adore ma paix, j'aime pas qu'on me dérange. Et donc, c'est là qu'il devient justement totalement bâtard, quoi. Ce mec est un gars insensible et un vrai sadique. Mais vraiment sadique dans les scènes où on l'a vu, quoi. On le voyait très souvent. En fait, à chaque fois qu'on le voyait, il était très sadique. Même ses attaques, je me souviens même ses attaques. Ses attaques avaient des noms genre, oui, faisons ami-ami avec la Terre. Et en fait, son attaque, c'était un truc genre, il appliquait une sorte de super gravité pesanteur, machin, sur les adversaires qui leur ouvrait en fait leur ancienne blessure et tout. Ou alors, oui, voici les balles Happy Happy. En fait, c'était des balles, des bouts de rocher qui étaient propulsés avec son pouvoir de gravité et il les balançait pour tuer plein de gens. Enfin voilà, ce gars, c'est juste un enfoiré. C'est juste un putain d'enfoiré. Alors maintenant, effectivement, il y a d'autres sadiques, mais c'est celui qui m'avait le plus marqué, moi en tout cas. Voilà. Alors, est-ce que je ferai une vidéo consacrée, une vidéo théorie sur One Piece? C'est prévu. Je pense pas qu'elle sera très intéressante au final parce que, même si je la fais au final, parce que en fait les théories sont déjà, c'est une théorie. Il y a beaucoup de théories sur la fin de One Piece qui sont déjà très très bien expliquées, certainement mieux que celles que moi je fais parce que j'en ai pas vraiment une que j'ai inventée moi-même. En fait, je suis surtout pour certaines théories qui ont déjà été réalisées, dont une. euh, donc au final, non, au final c'est vrai que quand j'y repense, je pense pas que je ferai une vidéo théorie sur la fin de One Piece en fait. Non, non, celles qui sont sur le net sont celles qui me paraissent les plus correctes pour moi.
Et la théorie qui m'avait le plus convaincu était celle qui parlait au final que le One Piece, au final, outre le fait que ce soit un trésor matériel et tout ce que vous voulez, au final, le but, c'est de détruire Redline. Les montagnes qui séparent les quatre mers, et qui, sans ça, justement, détruiraient aussi Grand Line. Donc pour moi, je crois que de manière symbolique, je crois qu'en fait c'est ça pour moi. Le final de One Piece, ce sera un combat avec les 5 étoiles et Marie joie une grande guerre avec la marine totale, le gouvernement mondial, tout ce que vous voulez, parce que ceci se trouve sur Red Line. Et moi, pour moi, ce sera ça. C'est pour ça, tout se connecte. Laboon, pardon, pas Balloon, Laboon qui essaie de détruire Grand Line pour essayer de rejoindre l'autre côté, tout ça. Je veux dire, tout ça, c'est un sens pour moi. Tout cela, c'est un sens. Tout serait connecté, ce serait génial parce que ça libérait les quatre, enfin, ça permettrait au monde de se relier. L'ère de la piraterie, au final, bah bon, c'est vrai que ce serait pas bien au final pour les autres villages parce que les pirates pourraient aller un peu n'importe où. Enfin, ils le font déjà avant, mais et je veux dire, tout ça, ça permettrait de libérer le monde. Je ne sais pas comment dire. Tout cet aspect de liberté, ça l'étendrait totalement. Plus aucune barrière, plus aucune limite. Les gens sont libres de voguer, aller où ils veulent, quand ils veulent, tranquillement. Et peut-être même que détruire Redline permettrait, je ne sais pas, de faire en sorte que certaines choses mauvaises dans ce monde-là disparaissent. Peut-être que certaines îles qui avaient beaucoup de problèmes d'intempéries, que sais-je, bah, tout cela va s'arrêter. Je sais pas. Je sais pas exactement. C'est des trucs comme ça, mais pour moi, la destruction de Redline avec les armes antiques, c'est pour moi c'est à ça que ça sert les armes antiques. Détruire Redline permettrait alors de réaliser le vœu de toute l'ancienne civilisation perdue, que sais-je, hein, je sais pas exactement. Et c'est peut-être pour ça que Roger a pas, avec le secret ce qu'il a pris, a décidé de se rendre parce qu'il savait qu'avec sa maladie, il pouvait pas mener à bien cette chose-là. Et peut-être que alors Luffy, lui, y arrivera. Voilà. Donc voilà, c'est plus ou moins ça la théorie de fin. Évidemment, il y a d'autres détails dans l'histoire. Dans la théorie, il y a beaucoup d'autres détails, beaucoup plus de détails que ça. Même c'était les grandes lignes que je disais là. Et pour moi, c'est effectivement ça la fin pour moi. Comme ça, Luffy aura unifié toutes les mers et c'est lui qui sera le seigneur de toutes ces mers, le seigneur des pirates, quoi. Bon, dans la même question, bah, autant de passer pareil, hein. Dans la même question, il y avait aussi quelle est pour moi la fille de manga la plus sexy. Alors, c'est une question un peu étrange parce que disons que pour moi, une femme sexy, ça répond à certains critères que je peux pas vraiment appliquer au manga vu que ce sont des personnes qui n'existent pas. Mais je vais prendre cette question comme quel est le personnage féminin le plus beau, le plus attrayant. Et encore une fois, bah, cette question-là, c'est difficile à répondre parce que ces persos féminins ne sont pas forcément dans le même manga. Et ces mangas-là n'ont pas forcément des styles de dessin qui soient assez sympathiques pour pouvoir apprécier la beauté d'un personnage. Je suis pas de j'arriverais peut-être pas à répondre ça. J'aurais été un enfant, j'aurais peut-être pu y répondre parce que avant, je me souviens quand j'étais gamin, quand j'étais gamin, je regardais à la télé Chevalier Zodiac, il y avait Dragon Ball, mais si on pouvait dire que Dragon Ball c'était un peu le Ying, et ben le Yang c'était Sailor Moon. Et dans Sailor Moon, c'était des meufs qui combattaient. Mais je suis sûr que vous connaissez. Faites pas les cons non plus. Ceux qui connaissaient, il y a longtemps, je suis sûr que vous connaissez. Ceux qui ont la vingtaine presque, je suis sûr que vous connaissez. Bon, peut-être que les plus jeunes, ceux qui sont un peu plus jeunes, peut-être connaissaient pas. Je sais pas. Mais Sailor Moon, il y avait Sailor Jupiter. Je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petit, j'adorais cette fille. Je sais pas pourquoi. J'en sais rien. J'étais là tout content. Ouais, elle est là. Je sais plus quel âge j'avais. J'avais moins de 10 ans certainement, mais je regardais ça et j'aimais bien ce perso-là. Et je réfléchissais pas à ouais, est-ce qu'il est belle ou pas. Je sais pas, j'aimais bien ce perso, c'est tout. C'était un personnage féminin que je surkiffais. Mais j'étais pas vraiment amoureux, j'étais pas vraiment amoureux de trucs comme ça. Non, je sais pas, je saurais pas dire ça. Genre au point d'avoir des posters ou quoi dans machin. Non, non. Maintenant, dans les mangas actuels, des persos féminins que j'aime beaucoup, par exemple, ils se retrouvent en grande partie dans Fairy Tail parce que c'est un de ces mangas où il y a beaucoup de persos féminins qui déchirent ça. Mais je crois que celui qui m'avait le plus marqué, bon, il y en a d'autres, hein, il y avait dans Claymore, il y avait d'autres persos féminins, Gurren Lagann, enfin non, non, non. Celui qui m'avait, mon personnage féminin préféré se trouve dans Fairy Tail. Selon vous, certains vont dire, ah, c'est Erza. Eh ben non, c'est pas Erza, ça aurait pu. Mais encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore Kagura. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Dans l'animé, je suis sûr que même si elle s'est fait éclater la tronche, je m'en fous. Mais je sais pas pourquoi j'aime bien ce perso. J'aime bien l'avoir en action. J'aimerais bien d'ailleurs avoir actuellement dans l'arc actuel. Je sais pas pourquoi j'aime bien ce perso. Peut-être parce qu'il se combat avec un sabre et qu'elle n'a pas vraiment plus de pouvoir que ça. Au final, pas vraiment d'extrapolation de son pouvoir. Enfin, parfois, on lui a dit des pouvoirs de gravité. Je sais pas quoi. Bref. Mais je sais pas. C'est un personnage que j'aime bien, qui me dit plus que Erza malheureusement. Bon, Erza en même temps c'est un peu le personnage invincible, mais voilà, en définitive, à part ça, j'ai pas vraiment de perso féminin que je trouve sexy en général. Ils sont tous selon le style de l'auteur, l'importance qu'il veut leur donner. Ça se voit quand si on compare par exemple la beauté dans des mangas, genre des gags mangas, des gags mangas avec des persos par exemple dans d'autres mangas, c'est pas la même chose parce que le style de dessin varie, on veut leur donner des tons différents et on les apprécie pas de la même manière. Donc je dirais que c'est des questions enfin, c'est une question malheureusement que je ne pourrais pas répondre. Voilà. Mais les persos féminins stylés, ça il y en a plein, mais ça
Ça, c'est, il y en a plein, mais c'est vraiment celui qui m'en vient plus, je crois que c'était Kagura. Certains comprendront pas, hein, je pourrais, moi non plus, je comprends pas. Donc voilà, je dirais juste Kagura. Mais de manière logique, alors je devrais dire Erza, mais non, je dirais Kagura quand même. Voilà. Alors, Hunter x Hunter, comme je l'avais dit, j'ai pas encore commencé, mais je le ferai, je le ferai. Promis, je le ferai, je le ferai. Promis. Maintenant, mon perso de manga préféré, euh, voilà. Ouais, il y en a un. Mon perso de manga préféré se trouve dans mon manga préféré, donc Samurai Deeper Kyo, encore une fois. Et ce personnage s'appelle Luciole, alias Otaru en japonais, ou Keikoku peu importe la langue, c'était son nom, il a deux noms en fait, c'est son nom de base, après il a changé en Luciole. Mais donc c'est Luciole, allez. Pourquoi? Parce que ce personnage-là, il a deux facettes. C'est un peu à la base, quand il combat pas, en général, quand il n'a pas de scène d'action, on va dire, c'est le personnage qui a un côté un peu versatile, simplet, un peu con, et qui est vraiment, ouais, qui est marrant surtout à la base. Parce qu'il est là, en général, il est comme ça, genre, ouais, ouais, quoi? Ouais, ouais. Je m'en fous. Et au fait, est-ce qu'on pourrait aller à... Ouais. Eh les gars, quoi, il faut aller vaincre le mal. Ouais. Voilà, c'est un petit côté vraiment très con, qui est très marrant, je trouve, dans le manga, qui est extrêmement marrant. Outre le fait que ce personnage est super bien dessiné, mais le fait est qu'il y a un petit passage, une transition assez violente entre ce petit côté simplet et le côté ouais, tête dans les nuages et le côté monstre. Parce qu'en fait, quand il combat, ce mec devient une sorte de machine à tuer, son regard devient... C'est super, et dans la manière dont c'est dessiné, en fait, vous le comprenez directement, que ce gars passe d'un caractère vraiment opposé à celui qu'il a dans les combats. Il est vraiment, en combat, c'est le gars qui ne pense qu'à ça. Il ne sourit même pas, on le blesse, il réagit même pas, il est là, comme ça. C'est une sorte d'androïde bizarre. Le fait est qu'en plus, ce gars il combat avec des flammes. Et j'aime bien quand les mecs qui combattent avec le feu en général, c'est des persos stylés. Je sais pas moi, il y avait Mustang dans Fullmetal Alchemist. Bon, il y a Natsu, Dragneel dans, euh, dans Fairy Tail, dans Codebreaker, qui est un manga, il y avait Ogami, qui est aussi le héros. Dans Bleach, il y avait Yamamoto Genryusai, le plus puissant carrément. Dans Naruto, c'est même Sasuke Uchiwa. Les Uchiwa en général maîtrisent le feu. Donc le feu en général, ça attribue à beaucoup de persos stylés. Et je trouve qu'à lui, ça lui va beaucoup parce que ce gars, c'est un véritable démon qui joue avec le feu, comme c'est bien décrit d'ailleurs dans l'œuvre elle-même. Et voilà, j'adore ce perso. J'adore ce perso, surtout qu'il a un background et une histoire qui est assez, ouais, qui est assez complète en fait. Et il évolue et on suit son évolution en fait, presque autant que le héros, mais il a une évolution assez importante qu'on suit à travers, je crois, une bonne vingtaine de tomes. Et autant dire que ce mec, autant il combat de manière bien cool, autant ses combats justement en eux-mêmes sont bien stylés, sont bien faits, il y a diverses étapes. Et lui par exemple a eu un tome en entier, non même deux tomes techniquement en entier, deux tomes en entier sur différentes fights, mais vraiment des tomes entiers, genre 8 chapitres, une bonne vingtaine de pages chacun, ça fait plus de 160 pages. Je veux dire, c'est des combats aussi longs que ça, on n'en verrait jamais quoi. Je veux dire, ça, on n'a pas ça dans Bleach, enfin, si, allez, vite fait, par exemple, pour les anciens combats, mais genre dans Fairy Tail, on n'a pas eu ça depuis extrêmement longtemps, et encore, je crois qu'on n'a même jamais eu, si on compte pas le combat Natsugaji, tout ça. Mais des combats en 1 vs 1, tout ça, c'est vraiment des trucs que j'adore. Et c'est avec ces combats-là que j'ai apprécié des combats aussi longs parce on peut mettre du background au combat, certains petits flashbacks, on peut permettre de donner, on peut changer la substance des fights. Donc 2-3 chapitres où le méchant il a le dessus, puis lui qui reprend le dessus, puis ainsi l'inverse, ou même 7 chapitres où le gars, le héros est complètement, enfin le perso est totalement baisé, il peut rien faire, et après un chapitre il est un peu Europe, ou je sais pas, il a une astuce, et voilà. Donc le gars en plus de ça, à chacun de ses combats se renouvelle un peu, enfin il change un peu son style, parfois il change pas. Bref, ce mec, il est drôle, il est attachant, il est sympa. Il y a beaucoup de meufs qui l'aimaient bien. Je me souviens à l'époque où il y avait, on voyait les fans, les votes au niveau des personnages préférés. C'était Luciole qui arrivait quasiment tout le temps au-dessus. Et voilà, le mec il est tellement stylé que dans l'œuvre suivante du même auteur, l'auteur a repris un perso qui a la même gueule. Et il a le même gueule que lui, un peu comme Sick Art dans Rêve, qui est devenu Jelal, ou Sigrain, voilà, Jelal, ouais, dans Fairy Tail. Donc Rêve dans Fairy Tail, de Rêve à Fairy Tail, Sick Art est devenu Jelal, et bah voilà, dans Samurai Deeper Kyo, et dans l'œuvre suivante, qui n'est pas la même histoire, mais du même auteur, donc Codebreaker, et bah Luciole est devenu, comme j'ai oublié l'autre, mais Luciole est devenu donc un autre perso, j'ai oublié son nom, merde. Euh, Ouais, putain, comment j'ai pu oublier le nom, putain. Bref, c'est incroyable. Le perso m'a pas vraiment marqué dans le suivant. Mais en tout cas, il est devenu plus ou moins le même perso, un autre perso qui a voilà, la même apparence, mais pas effectivement le même caractère. Ça, c'est revenu à un autre perso. Mais il a la même gueule et plus ou moins le même petit côté marrant. Allez. Enfin, pas de la même manière, mais il reste très marrant, quoi. Alors, maintenant, le manga que j'ai le plus suivi, que j'ai suivi et qui m'a le plus déçu, et ben en fait, ça se joue entre Fairy Tail et Samurai Deeper qui encore une fois. Et autant vous dire que j'en parle beaucoup, hein, mais ça, maintenant vous êtes obligé d'aller voir et un peu checker Samurai Deeper Kill, hein. Vous êtes obligé. Bon. Et pourquoi Fairy Tail? Parce qu'en fait, c'est parce que je le suis ce manga depuis très longtemps, mais
ce qui me déçoit le plus, c'est que ce manga a beaucoup de potentiel. Potentiel de fou, mais qui n'est pas assez exploité. Hein, l'auteur, c'est sûr qu'il le sait. D'un petit doigt, il pourrait décider, ah, je veux qu'on fasse ceci, cela, et ce manga, il serait génial, tout le monde kifferait, chapeau bas le maître, tu peux faire ce que tu veux avec. Il pourrait même le rallonger comme ça, il n'y aura aucun problème. Mais, mais, il ne le fait pas. Et c'est ça qui me déçoit beaucoup, parce que vous me voyez à chaque fois, chaque semaine quand je fais des reviews de Fairy Tail, vous me voyez, putain, mais l'auteur, il aurait pu faire ça, il aurait pu faire ceci, cela, et il le fait pas, et voilà, je trouve ça dommage. Mais bon, j'y peux rien. Et pourquoi Samurai Deeper Kyo, qui était donc ce manga de samouraï? Parce que, en fait, pour essayer de vous décrire un peu l'histoire, c'est au début, dans les 5 premiers tomes, on suit l'histoire donc du héros à l'époque féodale du Japon. Donc voilà, c'était l'époque des samouraïs, les armes à feu étaient encore créées, mais il y avait encore des samouraïs qui traînaient, tout ça, c'est des combats, des duels, voilà, pas de problème. D'ailleurs, au passage, ne suivez pas l'animé de Samurai Deeper Kyo, s'il vous plaît, pas l'animé, ça n'a rien à voir. L'histoire, c'est un autre monde. Ça n'a absolument rien à voir. Ne suivez surtout pas l'animé. Ou alors, limite, regardez l'animé, mais après avoir lu le manga, parce que l'animé, c'est une tranche de rire. Quand vous avez lu le manga, vous allez regarder l'animé, vous allez être là. Quoi? Et en plus, on me l'avait offert à moi, pour un anniversaire, je crois, je sais plus. On m'avait offert le coffret. J'ai regardé, j'étais là, putain, mais attends, c'est pas la bonne jaquette ou quoi? Alors qu'en fait, si, c'était le même truc, mais c'était pas la même histoire. C'était un truc. Wow, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient en tête, mais ils nous avaient pondu un putain d'animé qui n'avait aucun sens comparé au manga. Voilà. Donc, donc, pour revenir à ce que je disais, ce manga était dans les 5 premiers tomes, donc un truc au niveau Japon féodal, on voyageait par-ci par-là, on regardait des super décors, on voyageait de quelques villes en ville. Puis après, le manga est allé dans une phase où c'était un combat contre un super grand méchant qui devait certainement être le dernier grand méchant de l'histoire. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le manga a été construit de manière à ce que le manga s'arrête justement après le combat contre ce méchant-là. Et en fait, tout d'un coup, il y a un truc qui s'est passé, je ne vais pas vous dire quoi exactement, mais il s'est passé quelque chose, on a découvert une sorte d'élément, un petit élément tout bête, qui a ouvert l'ouverture à tout plein d'autres personnages, à un clan. Parce qu'en fait, après le tome 12, il y a 38 tomes, hein, mais après le tome 12, tous les autres tomes, tous les autres tomes ne parlent que d'un seul arc en réalité. La guerre contre un seul groupe d'adversaires. Mais un seul, qui sort limite de nulle part en fait. Qu'on n'avait pas entendu parler des 12 premiers tomes, et d'un coup ils sortent. Et après, en fait, tout se déroule dans le même endroit, en fait, parce qu'ils ont une sorte de planque. Et pendant techniquement 26 tomes, techniquement, tout se déroule chez eux. C'est comme si je vous disais, par exemple, que pendant au moins 20 tomes, tout One Piece se déroulait à Marineford. Vous imaginez le truc? Et ben, c'est la même chose dans Samurai Deeper Kyo. C'est le truc que parfois les héros, ils sont tout le temps en train de voyager, se déplacer, nanana. Alors qu'en fait, ils sont au même endroit. Et ils ont quasiment le même but à chaque fois. Et ça me fait un peu chier. Autrement, pardon, le fait qu'il y a de belles histoires, enfin, il y a des persos stylés, il y a de belles histoires, de beaux backgrounds, de belles fights. Euh, Ça me dérangeait qu'il n'y avait pas cette progression, qu'on voyageait pas un peu plus. Parce que les décors étaient très beaux, c'était très bien retranscrit, mais voilà. En fait, on avait trop cette impression de arc ajouté juste pour rallonger le manga. Et je trouvais ça dommage. C'est pour ça que ça m'avait déçu, parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'attendais. Allez, je me suis dit, ok, voilà, le combat contre ces gens-là, ça va durer quoi? Peut-être maximum 8 tomes ou quoi? Mais pas plus que ça. Eh ben si, ça a duré quasiment jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin. Et on n'est pas ressorti de leur base secrète, mais vraiment jusqu'au dernier tome, quoi. Jusqu'au dernier chapitre. Et là, j'ai eu la lumière du soleil, enfin, on voit d'autres décors. C'est dommage. Et le plus marrant, en fait, c'est qu'à l'intérieur de ces endroits-là, en fait, il y avait plusieurs décors assez différents, mais en général, c'était que ça, quoi. Je trouvais ça vraiment dommage. Et je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. En fait, non, un meilleur exemple. Pour One Piece, c'est comme si depuis qu'ils sont en Grand Line, toute l'histoire se passe à Ennis Lobis. Et ils sont en train de progresser à l'intérieur de l'île de la Justice pendant plus d'une trentaine de temps, en fait. Et ils sont là depuis le début. Hein, vous imaginez ça? Ce serait relou, n'empêche. One Piece, c'est vraiment du voyage, ça. Et ben, c'est ce que je pensais au départ de Samurai Deeper Kyo. Et ben, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est ça qui m'avait déçu. Alors, cette question est assez vague, enfin, elle est assez générale. Et ça va être dur de répondre parce que ça me prendrait vraiment beaucoup de temps et limite une autre vidéo en entier pour répondre à cette question-là. Mais je vais essayer d'être bref. Alors j'ai lu beaucoup de mangas. J'ai lu beaucoup de mangas. Je vais juste vous parler de parce que j'ai lu des mangas, mais j'ai lu genre un ou deux chapitres et je vois pas l'intérêt d'en parler de cela. Je vais vous parler de ceux que j'ai lus du début à la fin et ou en tout cas une grande partie. Non, du début à la fin, parce qu'il n'y a aucun manga que j'ai lu, genre les trois quarts, j'ai jamais fini. Non, non, j'ai fini tous les mangas que j'ai commencé. Donc, on va commencer par parler du plus important. Alors bon, outre le fait que je review certains mangas, donc Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail. Alors ça, c'est les quatre que je review actuellement. Ceux que j'avais aussi lus, c'était donc à l'époque, à la base, c'était aussi Dragon Ball. J'ai encore quelques tomes d'ailleurs là derrière. Dragon Ball, mais, parce qu'il y a un mais.
Par la suite, j'ai arrêté en fait d'acheter les mangas et je m'en suis procuré certains en fait via des amis qui m'en filaient ou via des scans par exemple. Parce qu'à l'époque, je me souviens, on devait attendre très longtemps pour avoir la suite en français, alors qu'au Japon, il y avait tellement, voilà. Il y avait tellement de chapitres déjà sortis, ça me faisait un peu chier. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont peu à peu rattrapé le truc, mais voilà, j'ai arrêté d'acheter de nouveaux mangas. Alors maintenant, quels sont ceux que j'avais lus? J'avais suivi en entier Death Note, très bon manga, très sympathique, belle histoire, du polar. En général, le manga, en général, si vous avez quelqu'un qui n'a jamais lu de manga, c'est le manga que vous devriez lui conseiller de commencer avec. Vous devriez commencer avec ce manga. Putain, je fais des sales fautes de français, excusez-moi. Vous devriez lui conseiller donc de commencer avec Death Note. C'est accessible à tout le monde, bien que l'histoire est un peu glauque, donc ne pas fier non plus à des gosses. Mais je pense qu'il devrait y trouver un compte. Même des adultes, en fait, lisent beaucoup. Enfin, des adultes, allez. Quand je dis adultes, je pense encore avec mon esprit d'adolescent, que je n'ai plus. Mais je veux dire par là qu'à des personnes plus âgées, Death Note devrait aussi être très sympathique. Donc il y avait ça. Euh, je suis actuellement Nanatsu no Taizai, ça vous le savez, ou enfin Nanatsu no Taizai ou Seven Deadly Sins, qui est le nom en anglais, qui est très bon manga, très bon shonen, qui aura certainement, qui est en train de monter. Franchement, maintenant, c'est un manga assez populaire, qui pour moi deviendra aussi populaire que les Fairy Tail, mais enfin, il faut voir encore jusqu'où va aller le manga, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que l'histoire est terminée presque. Alors, il y avait aussi Aku no Hana, alias les Flowers of Evil, les fleurs du mal, qui n'est pas un shonen à proprement dit, qui parle de l'histoire d'un. Enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous avez qu'à voir vous-même. Donc, Akuno Hana, si vous avez un problème au niveau des noms de manga que je cite, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais Akuno Hana que j'aimais beaucoup. Que j'aimais beaucoup. C'est une histoire, proprement dit. Il n'y a pas de combat, mais c'est vraiment juste une histoire à suivre. Une histoire. Un héros qui grandit, on le suit, il progresse, il devient plus mature. Enfin, il lui arrive des trucs aussi. Et j'adorais ça parce qu'en fait, j'ai lu beaucoup de shonen, mais des histoires, juste des bêtes histoires comme ça, j'en ai rarement apprécié. J'en ai rarement apprécié. Alors, il y avait quoi d'autre encore? Donc, il y avait Death Note, Akuno Hana, Natsu no Taizai. Il y avait Monster aussi. Il y avait un style qui se rapprochait beaucoup de Death Note. Et j'aimais beaucoup Monster. C'est vraiment, encore une fois, des mangas avec un manga avec une histoire, comme ça, une progression, limite une enquête policière, que j'aimais beaucoup. Il y avait Manhole aussi, qui est encore une fois un type polar. Mais l'histoire est très simple et le manga est très court. Mais je trouvais que les dessins étaient vraiment parfaits pour nous dégoûter, pour parler du terrorisme biologique, bactériologique ou biologique, je sais plus, dont il était question dans ce manga-là. Bref, une histoire qui est sympathique à regarder, mais sans plus. Alors, un autre manga, cette fois-ci, c'était autre. J'avais déjà parlé, je certainement cité plein de fois Samurai Deeper j'aurais cité plein de fois dans cette vidéo Samurai Deeper. Mais il y avait aussi Codebreaker, du même auteur. J'en ai parlé de Codebreaker, je l'ai cité. Mais Codebreaker est un manga un peu moins. Allez, avec un style moins bien fait, je trouve, que Samurai Deeper Kyo. C'est pas la même chose, évidemment, mais vous pouvez retrouver, et ça arrive souvent à des persos, enfin des auteurs, des mangaka qui font un autre manga, genre ils font le premier manga de leur vie, ils en font un deuxième, et en général, dans ce deuxième manga, vous avez par réflexe, en fait, vous essayez de retrouver le style, enfin, un style qui ressemble à ce perso dans le précédent manga. Genre, ce perso-là, il ressemble à l'autre de ce manga-là, putain, mais c'est le même et tout. Et vous avez des petits repères comme ça qui se créent. Et ben dans Codebreaker, c'est exactement ça. Vous avez quasiment tous les persos, vous arrivez vite fait à savoir qui était qui dans l'ancien manga. Mais Codebreaker, c'est un shonen de base, une histoire simpliste, mais qui avait un message au départ que je trouvais assez profond, qui parlait de justice et aussi un peu de bien et de mal, tout ça. Autant dire que c'est un manga qui, au final, utilise bien son scénario de base parce que s'il était question de justice et que genre les ennemis d'aujourd'hui peuvent être les ennemis de demain et les ennemis d'aujourd'hui peuvent être les amis de demain, c'était extrêmement bien fait dans ce manga-là parce qu'il y a beaucoup d'allées qui sont devenus des méchants, puis les méchants qui sont devenus gentils, et puis au final les méchants et les gentils qui sont devenus méchants et ainsi de suite et vice versa. Et à chaque fois c'est comme ça. Et c'est à chaque fois comme ça. C'est un peu limite de la. C'est comme la narutasisation. Putain, narutardisé, j'appelle ça. Le fait que les gentils discutent avec le héros, pardon, les méchants discutent avec le gentil et après deviennent des gentils aussi. Mais là, c'était différent. Là, c'était parce qu'ils avaient une bonne raison. En gros, c'est le méchant qui a de bonnes raisons d'être méchant, quoi. Il fait des trucs mauvais, mais il a une bonne raison qui est techniquement bonne, c'est vrai, pour faire de mauvaises actions. Vous voyez, c'est à chaque fois comme ça. En gros, le méchant, il n'est pas vraiment méchant. C'est juste une question de point de vue. Voilà, c'est ça. Et donc de ce fait-là, je dirais que c'est un très bon manga avec de très très bons dessins, quoi. Franchement, cet auteur-là, il a des super bons dessins. Ça, vraiment, ça c'est un truc que je lui enlève pas, quoi. Vraiment au niveau shonen, c'est un des rares shonen qui ont enfin, pas un des rares, allez. C'est un de ces shonen qui a vraiment de super dessins. Alors, il y avait aussi un autre manga très très court qui s'appelait Life is Money. Mais vraiment très court, vraiment, il y avait que quelques chapitres à peine, mais bon, chacun des chapitres faisait une quarantaine de pages. Il sortait tous les mois.
C'est une histoire un peu bizarre qui parle pas vraiment de combat en sens parler, mais en fait plutôt de combat, oui, mais psychologique. En gros, c'était une histoire qui semblait très sympa. Un peu dans ils sont plongés en gros pour pas faire, pour raconter un tout petit peu l'histoire, vous comprenez pourquoi j'aime bien. C'est une histoire où les persos en fait sont enfermés dans une pièce et enfin dans une sorte de maison, voilà, ils doivent survivre là-dedans. Et en gros, plus il y a des gens qui meurent, plus les autres en fait gagneront de l'argent à la fin du jeu. Mais s'il y a un certain nombre, mais s'il y a trop de personnes qui meurent, en fait, tout le monde perd. Donc en gros, il faut essayer de buter le plus de gens possible pour gagner plus de fric au final, mais pas trop en tuer, sinon on se fait tous éliminer. Et donc le seul truc, la seule particularité, c'est qu'ils ne peuvent pas utiliser de la violence. Ça veut dire qu'ils peuvent pas se tuer, ils peuvent pas genre tabasser ou je sais pas poignarder l'autre. Par contre, ils peuvent les tuer en leur faisant ce qui est appelé là-dedans un mental breakover ou break machin, je sais pas. En gros, ils doivent les briser mentalement. En gros, on sent tellement les énerver, enfin les faire pleurer, les faire chier, tout ce que vous voulez, à tel point qu'en fait leur pouls va augmenter au-dessus d'une certaine limite. Et en fait, ils ont une sorte de bracelet qui, ouais, c'est un bracelet, je crois, oui, je sais plus. En gros, qui mesure leur pouls tout le temps, 24 heures sur 24. Et dès que ça passe un certain seuil, en fait, le bracelet les tue. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc en gros, en fait, il n'y a aucune violence. Ils se tapent pas dessus, mais ils commencent à s'insulter. Certains, genre, font des trucs tout bêtes. Pardon, j'essaie de parler vite. Des trucs tout bêtes. Genre, il y en a un qui diffuse une musique d'un groupe de métal. Et en gros, lui, il adore la musique. Mais en face, ils aiment pas, ils adorent totalement pas. Ils ont limite peur de la musique, il y a ça agressive. Genre, c'est vraiment du scrimo, quoi, presque. Euh, et donc, les persos sont là, non. Et donc, ça peut limite les tuer parce que ça va augmenter leur rythme cardiaque qui pourrait donc les tuer. Donc, au final, une histoire qui semblait vraiment très sympathique, qui est donc malheureusement qui a été très court, mais je la recommande aussi, elle peut être sympathique pour ceux qui aiment bien ce genre d'histoire un peu qui sortent presque de l'ordinaire. Parce que non, c'est vrai qu'au final, il y a d'autres mangas, il y a un autre manga, Liar Game, qui pourrait s'y rapprocher, mais c'est pas vraiment le même style. Je trouvais que les dessins dans Life is Money d'ailleurs sont plus avec un ton de comique, en fait, avec un ton plus comique que sérieux, parce qu'à la base c'est un manga qui, à la base effectivement est sérieux, mais qui reste de temps en temps marrant. Donc voilà, je pourrais le conseiller. Et en plus il a un petit côté philosophique comme ça qui pourrait, qui n'est pas dérangeant en plus. Voilà. Un autre manga maintenant. C'est, allez, c'est en fait c'est trois mangas. C'est Blackjack, Phoenix et non Blackjack et Phoenix en fait. Je vais citer que c'est de là. Blackjack et Phoenix sont dessinés par le même auteur, Osamu Tezuka. Je crois que c'est ça. Non, c'est Tezuka, enfin, Tezuka, qui est en gros le père, le grand, le père, le dieu des mangaka, quoi, si vous voulez. C'est le mec qui a ouvert, en gros, la grande voie des mangas. Un peu comme Dragon Ball l'a ouvert pour les shonen, si vous préférez. Et je dirais aussi que pourquoi ces deux mangas m'avaient marqué, parce qu'en fait, il y avait un mélange subtil d'humour, de tristesse, et en même temps un petit côté bien fantastique dans l'histoire. Alors Blackjack d'abord, c'est un manga qui parle donc d'un médecin marrant, enfin un médecin qui n'a pas sa licence mais qui est un chirurgien si vous voulez super doué, le meilleur au monde, mais il n'a pas sa licence de médecin donc il ne peut pas pratiquer, la licence de chirurgien, je sais pas, mais en tout cas il ne peut pas pratiquer quoi. En gros c'est illégal ce qu'il fait. Et le truc en plus c'est qu'il demande des sommes astronomiques aux gens qui viennent le consulter. Alors, chaque histoire, en fait, c'est des histoires donc séparées, en fait. Elles ne se suivent pas vraiment l'une après l'autre. On peut lire le tome 8, comme on peut commencer après par le tome 2, puis 3, je sais pas, puis 4, 10, peu importe. Certains personnages sont récurrents, ils reviennent parfois de temps en temps, mais donc il n'y a pas vraiment de lien entre ces histoires. Mais je vous conseille quand même de lire, parce qu'il y a certains persos donc récurrents qui apparaissent, et il faut essayer de comprendre ce qu'ils sont au départ, et pour après mieux les apprécier par la suite. Et donc, chaque histoire, c'est donc un nouveau patient qui arrive et qui leur demande, oui, soignez-moi ça, ceci. Et c'est aussi des cas parfois très originaux et même limite impossible, genre, je sais pas, à un moment donné, je crois qu'il avait transplanté le cerveau d'un gars avec celui d'un autre, enfin, et après, enfin non, dans un autre corps, et limite, c'était, il avait transplanté le cerveau d'un cerf dans le ventre du même animal pour que celui-ci grandisse ou quoi, le cerf est devenu fou. Enfin voilà, il y avait des trucs un peu bizarres, genre le mec il peut rattacher n'importe quelle partie du corps facilement, sans problème. Enfin voilà quoi, donc le mec c'est un pur génie, il a pas de problème, il peut transplanter ce qu'il veut avec qui il veut, il peut transplanter le cerveau d'un cheval à un homme et l'inverse pareil. Et le mythe c'est qu'il s'en vante dans le manga. Et pourquoi je dis ça? Parce que en fait, le mec il paye effectivement il fait payer des sommes astronomiques aux persos, enfin aux personnages qui viennent donc le consulter, mais derrière tout ça il y a un message, il y a une sorte de petite leçon si vous voulez. Tout cela au niveau du prix de la vie, le coût de la vie, comme quoi oui voilà je vais payer, mais c'est la vie qu'on discute, je sauve des vies, c'est pas facilement que je fais ça. Mais bon, c'est vrai que c'est donné, le fric qui fait c'est donné. Donc le mec il se démène vraiment quand il est impatient, il fait tout ce qu'il faut pour le sauver. Parce qu'à un moment donné, il y avait par exemple un personnage qui lui avait sauvé la vie d'un accident de voiture, je sais pas.
Et après, il apprend que ce même perso est mort, il est à l'autre bout du monde, et le mec, il loue un avion, il achète un yacht, il achète une propriété, un hôpital, carrément pour pouvoir être justement celui qui l'opère. Enfin bref, le mec, en tout cas, il est vraiment dévoué dans tout ce qui est médecine, et je vous recommande beaucoup ce manga, il est marrant. Mais effectivement, il y a beaucoup d'histoires assez tristes, où il y a des persos qui meurent, d'autres qui, voilà, à qui leur arrive vraiment des trucs vraiment très moches. Je ne pourrais pas vous décrire exactement toutes ces histoires-là, parce qu'il y en a beaucoup. Mais vraiment, il y a des trucs très tristes dedans. Et c'est un truc de cet auteur-là, qui est revenu dans l'autre manga que je vais vous parler maintenant, qui s'appelle Phoenix. Et Phoenix, je peux vous le dire, euh, ce manga m'avait marqué. Alors, je ne sais pas s'il se trouve encore, mais je vous le recommande, mais grandement. Je n'ai lu que je crois 5 ou 6 tomes, je ne sais pas si on avait plus, j'ai pas eu l'occasion de trouver plus. Mais en gros, c'est encore une fois différentes histoires à différentes époques, dans chacun des tomes. Et, et en fait, toutes ces histoires sont liées par un même élément, le phénix. En gros, le phénix, vous connaissez, c'est cet animal qui renaît de ses cendres, enfin cet animal mythologique, enfin bref, qui renaît de ses cendres. Et en gros, dans le manga, il est dit que celui qui arrive à boire le sang du phénix deviendra immortel, donc voilà, immortel quoi. Et donc, dans chacune des histoires, on voit ces personnes qui essaient de trouver le phénix pour diverses raisons. Parfois, il n'essaie même pas de le trouver, mais le phénix arrive et fait quelque chose. En fait, en gros, il apparaît toujours dans l'histoire. Et en fait, ces différentes histoires qui traitent parfois de l'amour, enfin, qui en gros, celle qui m'avait plus marqué, c'était une histoire, un tome qui traitait en fait de l'amour que pouvait avoir un humain et un robot, et même l'humanité qu'il pouvait y avoir en un robot. Parce qu'il y a il y a des histoires qui se déroulent donc dans le futur, tout cela, et on parle, il y a cette idée d'intelligence artificielle, tout ce que ça peut mener, le fait de vivre aussi dans un monde illusoire avec des gens qui n'existent pas vraiment. C'est des trucs, vraiment des thèmes que je n'ai pas vraiment retrouvés dans des mangas actuels, enfin, peut-être il y en a certainement, mais en tout cas, c'était tellement bien fait là-dedans, c'était tellement triste et tragique, je me sentais vraiment mal en disant ça. En lisant ce manga, je me sentais mal, j'ai commencé à me dire, waouh, putain. Bref, c'est un manga qui m'avait extrêmement bien touché. Et il y a d'ailleurs un truc dans cet auteur-là, c'est que les persos secondaires dans chacun des mangas de Tezuka se retrouvent en fait dans le suivant. C'est-à-dire que vous avez par exemple un personnage qui ressemble à ceci, et ensuite vous avez dans une autre histoire le même perso, la même gueule et tout, la même gueule, hein, mais vraiment l'identique, mais c'est pas la même personne. Et moi, ça m'avait vraiment un peu chamboulé au début parce que je me suis dit, oh, attends, putain, mais c'est pas le même perso, il était pas là. Mais en fait, non, il a la même gueule, mais c'est pas le même. Il a la même gueule, mais c'est pas le même. C'est juste les persos parfois qui sont plus, je dirais, plus importants, qui ont évidemment des visages qui changent, tout ça, mais en définitive, ces persos secondaires, ils ont la même gueule. Est-ce qu'au final, ça dérange? Pas vraiment. Et que ce soit dans Phoenix ou dans Blackjack, ça change rien du tout. Ah oui, Tezuka, il a fait évidemment d'autres mangas. Il a fait Roi Léo aussi, et même Astro Boy, je crois. Je sais pas sûr pour Astro Boy, mais je crois qu'il a fait Astro Boy, qui certainement de nom, vous connaissez ça, hein. Bref. Mais vraiment, ces histoires avec les robots, tout ça, c'est vraiment un truc qui m'avait touché. Et autant vous dire que, c'est vrai que, autant vous dire que, si au départ, j'avais pensé effectivement que les histoires n'avaient aucun lien entre eux, en fait, je m'étais trompé. Et c'est vrai que je me suis trompé maintenant aussi. C'est qu'il y a effectivement un lien entre ces histoires. Je peux pas vous dire quoi, si vous laissez, je vais pas tout vous gâcher. Mais au fur et à mesure, vous allez par exemple lire un tome, vous allez voir des personnages, vous dites, ah ok, ça va, c'est cool. Vous lisez le tome 2, vous lisez le tome 3, tome 4, et dans le tome 5, par exemple, vous retrouvez un perso que vous avez lu dans les précédents, vous avez vu dans les précédents tomes, et vous vous dites, ah putain, c'est lui, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et après, vous suivez en fait tout ce qu'il a fait avant, parce que c'est pas dans l'ordre chronologique, hein, forcément, les histoires. Et vous lisez dans le tome, et vous apprenez tout ce qu'a vécu ce perso avant que vous le découvriez la première fois dans les premiers tomes, et vous vous dites, putain, mais en fait, oh, mais il lui est arrivé ça, mais en fait, ça change tout, je comprends tout, maintenant, voilà. Voilà, il y a vraiment des trucs comme ça. Genre, vous voyez un perso qui est ce tome-là, vous en foutez, il meurt dans ce tome-là, vous en foutez. Vous suivez, vous regardez le tome suivant, vous le retrouvez, vous voyez toute son histoire, et en fait, vous revoyez le premier tome, vous le voyez qui meurt comme ça, tout bêtement, et en fait, vous comprenez que c'est la conclusion d'un perso qui avait vécu tellement de choses avant. Enfin bref, je vous jure, lisez Phoenix. C'est un super manga. Voilà, c'est un manga qui a l'air simplet, mais qui est vraiment génial, c'est celui-là. C'est celui que je vous recommande le plus. Voilà. Mais il est très vieux, donc que vous le retrouviez ou pas, je sais pas. Ne regardez pas l'animé parce que je sais pas, j'ai pas vu l'animé, mais je ne sais pas de quoi il retourne là-dessus. Concentrez-vous sur le manga. Voilà, le manga. Alors, d'autres mangas maintenant qui sont, je dirais, un peu plus d'un autre style, c'était des mangas de sport. Les deux que j'ai retenus, c'était Hajime no Ippo, Aishil 21. Alors Hajime no Ippo, parce que, je sais pas, j'ai commencé Hajime no Ippo avec l'animé, j'ai ensuite rattrapé tout le manga, autant vous dire, il y a plus de 1000 chapitres. Il y a plus de 1000 chapitres, les gars. 1000 chapitres. Et j'ai tout lu. Mais bon, j'ai pas tout lu d'une traite, évidemment, parce que j'ai suivi à partir du chapitre 600 et quelques. Et après, non, pas 600 et quelques. À partir du chapitre euh, 800, enfin, je sais plus exactement, en fait, à partir de quand. Mais en tout cas, je suis à jour maintenant, j'ai suivi tout. Vous pouvez regarder effectivement l'animé qui est très bien. Je crois que l'animé couvre 500 chapitres, je crois, quelque chose comme ça. Donc allez-y tranquillement. Un très bel animé de sport, assez bien dessiné.
Certains diront que c'est un très très long manga, mais voilà. Donc l'histoire, c'est un manga d'un jeune lycéen qui devient boxeur et on suit ensuite toute sa progression. Pourquoi j'adore ce manga? Parce que je crois que c'est un des mangas les plus drôles que j'ai jamais lu. Il a un humour assez con, franchement, mais je vous jure qu'il est très drôle. Je vous jure qu'il est très très marrant. Il est tellement débile. Et les persos aussi sont très très attachants. Il y a certains persos, en fait, là-dedans, on peut aussi se, euh, se retrouver. C'est parce qu'il y a une question aussi d'effort là-dedans, de gens qui sont pas doués, qui travaillent dur pour arriver à un tel résultat et qui affrontent d'autres, des génies. Enfin, c'est ce qui arrive en général, c'est le même thème dans les mangas de sport. C'est cette question d'effort contre le talent inné. Hein. Donc, Hajime no Ippo, je vous recommande. Alors maintenant, passons à Shield 21. Comme je viens de le dire, cette question de travail très dur avec le talent inné est un peu différent ici parce que à la base, le héros est un gars qui a travaillé très dur, mais on pourrait dire techniquement qu'il a un talent inné en fait, alors que justement, il a travaillé très dur pour ça. Mais ça, on ne le voit pas justement parce que dans Hajime no Ippo, on voit le gars qui part de rien, d'aucun talent à devenir un truc très très fort, alors qu'en fait, dans Shield 21, le mec, il est déjà le meilleur limite dans ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire courir. Shield 21 est un manga de sport donc qui traite encore une fois d'un collégien ou lycéen en fait je sais plus, non un collégien je pense, qui en fait évolue dans le monde du football américain. Et autant vous dire que je me suis dit, ouais attends, par exemple Olivier Tom et des japonais qui jouent au foot, j'ai jamais vraiment vu le Japon briller non plus dans le monde du football. Hein, ouais. Dans Hajime no Ippo, je me suis dit, non, c'est pas vraiment la même chose là-dedans, et c'est vrai qu'il y a des champions japonais, ça existe, ok, c'est crédible. Euh, dans les chiffres 21, je me suis dit, attends, le football américain, le Japon, mais j'ai pas vraiment entendu parler de ça. Et bah si, en fait, je crois que le Japon a déjà été champion du monde de football américain, je suis pas sûr. Je crois qu'ils l'ont été. Et certains peut-être me contrediront, mais je sais qu'ils ont une très très bonne équipe. Et que donc tout cela est possible. Parce que c'est un truc que je me demande à chaque manga de sport, c'est attends, mais le Japon, ça traite du Japon dans ce manga de sport, mais en réalité, c'est pas très réaliste, quoi. Voilà, c'est comme si c'était un manga qui parlait d'un pays totalement paumé, qui fait de super scores dans le manga. Vous voyez, malgré le fait que ce soit une histoire inventée, ça reste dans un truc techniquement réaliste. Donc voilà, je sais pas trop expliquer ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc Achille 21, pourquoi j'aimais bien ce manga-là? Parce que les dessins avant tout. Au début du manga, ça ne se voyait pas trop, mais dans les dessins, mon dieu, les dessins. Pour un manga de sport, les dessins sont super bien faits, même trop bien faits. C'est super bien détaillé, les actions sont super bonnes. Et les matchs sont longs, mais vous y êtes à l'intérieur, vous êtes à fond dans le truc. Et c'est vrai qu'il y a ce petit côté shonen, c'est-à-dire que le héros utilise des techniques, genre il se dédouble, limite il y a des illusions. Enfin, c'est pas trop exagéré non plus, parce qu'en fait, c'est parfois des bêtes trucs. C'est parfois des bêtes trucs. Il y a parfois aussi, ils arrivent à courir à des vitesses allez, qui sont possibles dans la réalité, mais allez, à ça, quoi, à ça. Et donc, moi j'aimais bien. J'aimais bien parce que c'est vraiment une progression du début encore à la fin. Et d'ailleurs, c'est assez réaliste dans le cas où les gentils ne gagnent pas tout le temps. Parce qu'au début du manga, les gentils en fait ne font que perdre. Et ils ne gagnent vraiment qu'à la fin, là où c'est vraiment important. Donc avant, ils ont magasiné de l'expérience. Donc tout cela est un peu une marge de progression assez sympathique. Et pas les gentils gagnent tout le temps non-stop. C'est vraiment donc les choses se construisent. Et ce qui est bien justement, c'est que comme c'est un manga de sport, qui traite d'une équipe en particulier, on suit tous les persos. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est laissé de bord. Et justement, c'est ça qui rend le manga intéressant, c'est que justement après ils affrontent d'autres équipes qu'on adore tout autant. Et quand les deux s'affrontent, on est là, putain, mais allez, voilà. Enfin, bref, je vous recommande vraiment, c'est un de ces mangas de sport que vous êtes sûr d'apprécier si vous lisez bien. Alors l'animé, par exemple, de Aichi 21 s'est arrêté, je dirais, aux trois quarts du manga, ce qui est dommage. Il y a beaucoup de fillers. Non, allez, pas vraiment beaucoup de fillers, mais il y a quand même certains fillers, des hors-série, quoi. Et voilà, bref. Mais bon, l'animé était sympathique. Il était sympathique, même si parfois c'était. Dans l'animé, c'est vraiment bien plus exagéré que dans le manga. Si vous connaissez par exemple Inazuma Eleven, que je ne regarde pas, qui parle de personnages qui jouent au foot, mais qui genre balancent des rayons de laser ou des explosions atomiques avec des coups de pied. Autant vous dire que, non pas à ce point-là quand même, ou même dans Prince of Tennis, que je suis pas non plus, mais je sais que dedans, j'ai vu des scènes de l'anime qui étaient, oh, putain, une balle de tennis qui devient un météore là. Non, non, mais dans l'anime de Aichi 21, heureusement c'est pas comme ça, il y a des petites auras ou quoi, parfois on a l'impression qu'un gars traverse un autre, mais en gros c'est juste pour dire qu'en gros il a fait une feinte et qu'il est passé quoi. Voilà, mais je vous jure, lisez Aichi 21 aussi, je vous le conseille. Alors, du même auteur, le même mangaka qui a fait Aichi 21, il a fait un autre manga. Et c'est un manga ultra bizarre, c'est One Punch Man. One Punch Man, mon dieu, ce manga, il est drôle et super bien dessiné, mais pour un manga comme ça, je vous jure, j'ai effectivement dit beaucoup de fois que certains mangas, j'essaie d'avoir été bien dessinés, mais celui-là, il les surpasse tous. One Punch Man, c'est le genre de manga tellement bien fait que limite, l'auteur, il fait des chapitres, genre d'une bête action, genre un gars qui sort un gun, et genre on voit le mec qui sort le gun seconde par seconde, genre, à chacune des pages, genre, première page là, deuxième page là, troisième page là, quatrième page là, cinquième page là. Voilà. Et un chapitre entier comme ça, mais on s'en fout, c'est tellement bien fait. Non, c'est vrai que ça me ferait un peu chier, mais en tout cas,
Le mec il fait un style comme ça, limite vraiment, vraiment image par seconde, comme ça à chacune des pages. Et je trouve ça, jamais vu ça dans aucun autre manga. Et autant vous dire que One Punch Man, c'est un manga à la base shonen, parce qu'en fait ça traite d'un héros, d'un gars, d'un perso, d'un super héros, en fait, qui peut battre tout le monde d'un seul coup de poing. Et c'est ça, on parle de la base d'une histoire d'un mec qui peut vaincre n'importe qui d'un coup de poing. Et l'histoire, c'est pas en fait, genre, comment est-ce que le héros va battre le méchant, mais au final, c'est devenu comment est-ce que le méchant va arriver à battre ou poser des problèmes au héros. Et c'est ça, je trouve original, c'est qu'on part avec la base d'un concept, c'est comment est-ce que le héros va perdre et plus comment est-ce que le héros va gagner. Et on pourrait se dire, mais attends, mais comment c'est un manga où le héros gagne tout le temps, mais il n'y a aucun intérêt. Et bien justement, si, c'est ça qui est bizarre. Et c'est encore plus bizarre, c'est que justement, le mec, il est dessiné genre d'une manière tout à fait bizarre. C'est comme si par exemple on voyait Naruto tout le temps avec ses yeux lames de rasoir, mais tout le temps. Genre que quelques rares fois avec son visage super sérieux, genre limite quand il a son visage en mode Céline tout sérieux, ça. Vous voyez comment il est Naruto, avec ce regard bien, bien sérieux. Et bah, le héros de One Punch Man qui s'appelle Saitama, le mec, il est tout le temps avec sa gueule super bien dessinée, super pardon, mal dessinée, et qui est en contraste total avec les autres personnes qui l'entourent, qui sont tout le temps ultra charismatiques. Même des personnes qui ont l'air totalement cons et dont on s'en fout, qu'on a vu deux, trois fois, ils sont tous super bien faits, ultra charismatiques, sauf le héros Saitama. Et justement, là où ça devient intéressant, c'est que Saitama, à certains moments, devient super sérieux. Et à ce moment-là, on se dit, il devient sérieux là. Oula. L'ambiance a totalement changé. Et c'est un truc de malade parce que je connais pas d'autres mangas shonen qui arrivent à donner ce genre d'effet. Outre le fait que c'est justement un manga très drôle, parce que c'est vrai qu'il est très drôle, qu'il est très drôle. Un humour. Pas je trouvais, avec un humour qui m'avait presque autant rire qu'Hajime no Ippo. Bref, je vous le recommande aussi. C'est un manga qui ne ressemblera certainement pas à un autre shonen que vous avez déjà lu. Je suis sûr. Voilà. Quel autre manga maintenant? Parce que ça commence à devenir long, mais vous m'avez posé la question, donc j'y réponds. Et je crois qu'il en reste quelques-uns. Alors, il y en a trois, et c'est pas des shonen. Il y en a trois, et c'est pas des shonen. Le premier, ils sont dessinés en fait par le même auteur. Le premier s'appelle Video Girl. Video Girl, Video Girl AI ou AI, je sais pas en fait comment ça se prononce en japonais. Mais en tout cas, c'est Video Girl le titre. C'est un manga de très court, de 12 tomes. Enfin, très court, de taille moyenne en fait, on va dire. De 12 tomes, je crois. Et, ou 13 tomes en fait. Et deux autres tomes en fait qui appartiennent en fait du même truc, mais qui est une sorte de spin-off si vous voulez, qui dure deux tomes. Et ce manga est un shoujo, je crois. Mais je l'avais lu. En fait, les mangas que je vous parlais maintenant, je les ai lus quand j'étais môme. Je les avais lus, mais vraiment très très longtemps. Avant même que j'avais commencé sérieusement à lire Dragon Ball le manga, j'avais lu ces tomes. En fait, c'était ma soeur qui les avait dans sa chambre et je les avais lus. Les trois, en fait, ce tome-là, le premier, Video Girl, parle d'une histoire d'amour en fait d'un mec paumé, en gros, qui, après s'être fait on va dire, après s'être pris un râteau, si vous voulez, de la part d'une fille dont il est totalement amoureux. Et en fait, sur sa route, sur le chemin du retour, il trouve une sorte de vidéoclub. Oui, ça existait à l'époque, les vidéoclubs, parce qu'aujourd'hui, les vidéoclubs, ça devient ultra rare. Bref, il trouve un vidéoclub sur son chemin, il entre dedans, et en fait, il y a un vieux qui lui dit que seuls ceux qui ont un cœur pur peuvent trouver le chemin vers ici, blablabla. Bref. Et donc, il lui dit, vas-y, tu peux prendre une vidéo, voilà, tiens, une carte de fidélité. Quand tu auras envie de revenir ici, tu penseras juste au magasin, voilà. Il prend une vidéo, voilà, il la prend. Il revient chez lui, il la met dans son magnétoscope, et la fille est là, genre elle le console, oh tu as l'air triste et tout, tout a l'air normal. Et après, bah, la fille sort de l'écran. La fille sort de l'écran de télé, et elle atterrit là, sur son lit, inconsciente. Et là l'histoire commence. Enfin bon, l'histoire a commencé depuis bien longtemps, mais je veux dire là où ça devient intéressant, c'est à ce moment-là. Et autant vous dire que ce manga, il est très drôle. C'est un manga de pervers, en fait. C'est un manga où l'auteur, il dessine bien mieux les sous-vêtements que les persos eux-mêmes. Non, je déconne. Les dessins sont quand même assez sympathiques. Vous verrez vous-même si vous pouvez voir sur internet. Mais je vous jure, il est ultra marrant. Mais vraiment, c'est un comique manga, mais qui est aussi très triste. En gros, c'est une histoire d'amour. Vraiment, ça part d'une histoire d'amour à la base. Et s'il y a effectivement une dimension fantastique, à part le fait que la meuf elle sort d'une cassette vidéo, ça va plus loin que ça, évidemment. Il y a également d'autres thèmes là-dedans, mais c'est principalement celui de l'amour, parfois aussi du pardon, la tromperie, le fait de se donner. Voilà, il y a beaucoup de choses là-dedans que j'avais beaucoup aimé étant enfant parce que quand j'étais gamin, voilà, les filles, tout ça, je n'étais pas vraiment intéressé. Quand j'avais 8 9 ans, je m'en foutais. Mais je sais pas, j'étais vraiment absorbé par cette histoire qui m'avait vraiment marqué quand j'étais gamin. Je me souviens parfaitement de l'histoire encore aujourd'hui, qui était aussi assez triste. Mais bon, c'est vraiment un truc qui, je crois, qui plairait aux filles. Mais je crois que même les mecs peuvent y trouver leur compte, franchement. Le manga suivant, du même auteur, encore une fois, s'appelle Is. Ça s'écrit, je crois, I apostrophe 2 S, un truc comme ça, je suis pas sûr. Je vais essayer de l'écrire. Donc Is, qui est encore une fois une histoire d'amour, d'un gars, en fait, bah, on a un paumé, un collégien, ou lycéen, je sais plus de quel âge, qui est fou amoureux d'une fille, mais le mec, en fait, c'est un sale pervers. Et en gros, le mec, en fait, dès qu'il est en présence d'une fille, dans le manga, vous savez, alors je vais vous dire un truc. Vous savez, dans les mangas, en général, quand vous avez le flashback, les pages sont noires, hein. Quand vous suivez l'histoire, les pages sont blanches, il y a les cases. Et quand vous voyez un flashback, les pages sont noires, il y a les cases. Et bah, dans ce manga-là, en fait, parfois on a des pages noires et on se dit, ah, un flashback. Et bah, en fait, non.
C'est pas un flashback, parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le héros fantasme en fait sur les meufs qu'il y a autour de lui. Donc parfois, on suit une scène, il se passe quelque chose, et après le gars, en fait, on le voit qu'il est en train de se la faire, ou se l'embrasser limite, ou faire des trucs bizarres, ou la meuf limite vient à lui, oh oui, fais-moi ceci, ça. Et le mec, en fait nous, on est en fait, on se fait berner parce qu'on dit, ah putain, il se passe ça. En fait, non, le mec, il fantasme dans sa tête, et parfois, on s'en rend même pas compte. Enfin, parfois oui qu'on fait gaffe, mais parfois non, on s'en rend pas compte. Et je trouve ça vraiment drôle parce que c'est vrai que qui n'a pas en tant que mec parfois s'est dit en étant, je sais pas, dans une salle d'attente ou en voyant une meuf, on s'est dit ah si seulement elle venait me parler ou quoi. Et voilà, bah dans le manga il se passe exactement ça. Et de ce côté-là, je trouvais ça extrêmement drôle. Surtout que c'est vrai que le manga encore une fois est très drôle parce que l'auteur il est pour mélanger des histoires d'amour, le comique et parfois même le sérieux, le triste. Il arrive très bien avec celui-là. Je crois qu'il dure aussi 15, il dure 15 tomes, je crois, je sais pas si ou 14. Mais voilà, c'est une histoire qui m'avait fait beaucoup rager quand j'étais petit, parce que j'étais un peu plus grand, je crois que j'avais 12 ans, et là il y avait une fille dans ma classe que j'étais amoureux de cette histoire, j'étais à fond dedans, donc même les mecs peuvent s'identifier là-dedans. Quand vous étiez gueule, quand vous étiez plus jeune, il y avait certainement une meuf que vous kiffiez. Et ben dans ce manga-là, c'est genre le mec il est amoureux de la fille, il est sur le point de lui dire un truc, et ben non, à chaque fois il y a un truc qui arrive, il peut pas se déclarer, il peut rien lui dire. Voilà. Après le manga prend un thème un peu plus adulte au fur et à mesure en fait que l'histoire progresse et à la fin en fait devient même un peu plus triste. Et je trouve que d'un point de vue, je veux dire sentimental, il m'avait quand même appris beaucoup de trucs. Je ne vais pas vous dire quoi exactement, mais en tout cas, enfin vous le verrez quand vous le lirez. Donc je vous recommande aussi tout comme je vous recommande plus celui-ci qu'en fait que Video Girl, parce que celui-ci est un peu plus réaliste. Il n'y a pas de truc fantastique ou quoi, hein. C'est vraiment une histoire totalement réaliste qui pourrait se passer tout le temps, enfin tous les jours. Peut-être pas à ce point-là quand même, mais qui voilà, c'est une belle histoire, très très belle histoire. Troisième manga du même auteur, plus court cette fois qui dure 5 tomes, qui s'appelle DNA au carré ou DNA 2 en fait, donc DNA carré quoi. Bref et Dena D.N.A au carré, voilà. Qui est une histoire qui parle donc encore une fois d'un collégien ou lycéen, je sais plus en fait, je sais pas, mais ils doivent certainement avoir la même tranche d'âge en fait dans les trois tomes, enfin dans les trois histoires. Bref, dans ce manga-là, en fait, c'est l'histoire donc de ce jeune garçon qui rencontre une fille soi-disant qui vient du futur euh, et qui soi-disant lui explique, si je me souviens bien de l'histoire, qui lui expliquait que voilà dans le futur ce mec va s'envoyer en l'air avec un bon millier de femmes et en fait avoir des milliers de descendants qui ont en fait le même gène que lui en fait, qui est une sorte de truc qui permet de se reproduire. Enfin en gros le mec il a créé à cause d'une sorte de truc en lui, il a fait une super descendance et en gros résultat il y a une surpopulation. Il y a une surpopulation et en gros on a envoyé la meuf dans le passé pour essayer de régler un peu les hormones si je puis dire du gars quand il est encore jeune, quand il a rien commencé. Mais le problème c'est qu'elle lui file le mauvais truc et le mec en fait devient justement ce super playboy avant que dans son futur cela se produise. Alors qu'en fait, à la base, le héros, justement, c'est un loser. Parce que ce mec, dès qu'il se passe un truc chaud autour de lui, un truc hot, bah, le mec vomit. Ça, c'est un truc récurrent. En fait, c'est que dès qu'il se passe un truc, un petit truc un peu hot, comme ça, le mec, il dégueule, il vomit. Mais vraiment, on le voit vomir, quoi. Et moi, en y repensant, ça me fait déjà rigoler, vous voyez. Et ce manga était très court, il durait 5 tomes. Mais il y avait un tome entier qui était composé de fights. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des moments où le héros, en fait, combat. Et des moments où, en fait, il drague des meufs, et après, il combat. Il drague des meufs, et il combat. Et à chaque fois, c'est le même truc. Hein. Et justement, ce qui est d'autant plus drôle, c'est cette transition du loser complet qu'il a à la base à ce super dragueur, et après il passe en mode genre super énervé, voilà. Bref, je crois que des trois mangas, c'est celui-là que j'avais trouvé le plus plaisant à lire au final, parce que ça mélangeait un peu ce côté shonen aussi, mais qui est très court, hein, mais voilà, ça avait une histoire un peu simpliste aussi, qui était très facile à suivre. Mais voilà, je crois que vous y trouverez votre compte si les deux premiers vous sont pas plus, celui-ci vous plaira certainement d'autant plus. Et il y a encore aussi ce côté pervers, hein. Ça c'est vraiment dans les trois mangas, c'est le truc qui revient le plus. Et vous verrez même dans le style des vêtements, plein d'autres trucs, vous verrez qu'il y a plein d'autres choses qui reviennent à chaque fois. Et... Bref. Donc c'était ces trois mangas-là que je vous recommandais en dernier. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je pense pas qu'il en manque. Enfin, si j'en ai oublié, c'est que ça ne me je parlais pas trop. Enfin, c'est que je m'en foutais. Ah non, si, il en reste un dernier. Assassination Classroom. C'est le dernier que j'avais découvert. Ça et Mirai Nikki. Mais Mirai Nikki, avec le manga, je pense que vous connaissez aussi Mirai Nikki, mais je vais pas extrapoler Mirai Nikki. En fait, c'est trop compliqué pour que je vous explique. Sans vous dévoiler l'histoire, c'est juste. Mirai Nikki, j'aimais juste parce que la meuf, l'héroïne dans ce manga, est certainement une des meufs les plus gore que j'ai vues, une des plus psychopathes que j'ai vues tous les mangas que j'ai vus. Mais vraiment psychopathe, quoi. Bref, Mirai Nikki, un mélange de gore, d'histoire de jeunes ados, d'histoire d'amour de jeunes ados, de stalker, voilà. Je vous dis que le nom, je vous le recommande pas vraiment, mais je vous conseille juste de lire. Parce que j'ai bien aimé, bien aimé le manga que pour les jusqu'à la fin, mais sans plus, quoi. L'animé est dégueulasse, par contre, hein. L'animé, non, laissez tomber la voix des personnes animées, je déteste, voilà. Je déteste. C'est pour ça que j'ai pas regardé. Bref. Donc pour en revenir à Assassination Classroom, il y a un manga très 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 basique parce que
Ça parle de l'histoire en fait d'un alien, si vous voulez, qui arrive sur Terre et qui menace en fait d'exploser la Terre comme il a explosé la Lune au début du manga. Il leur dit qu'il va essayer de former une classe de jeunes étudiants qui vont essayer ensuite de les tuer. Donc en gros, il forme des étudiants pour que ces étudiants soient capables de le tuer lui. Voilà. Et en fait, là où ce manga m'impressionne beaucoup, c'est que du début à la fin, enfin du début jusqu'à actuellement, parce que c'est pas encore fini en fait, mais du début jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a plus de 80 chapitres, le manga a la même idée, le même truc de départ. Il n'y a pas vraiment de gros changements. Ils font parfois des trucs différents, mais il y a la même idée du début à la fin. Et il y a encore le même humour en plus qui reste pareil, parce que parfois l'humour un peu évolue au fil d'un manga, mais là, le style est le même. Je trouve ça incroyable parce que très peu de mangas en 80 chapitres gardent la même trame et la même base, la même histoire, le même truc tout bête. Devenir de super assassins. Alors que dans One Piece, ouais, on devenait des super pirates. Dans Naruto, on veut devenir de super ninjas. Dans Fairy Tail, on veut devenir de super mages. Et bah non, voilà, dans, je sais pas, dans Hajime no Ippo, on veut être des super boxeurs. Dans Hashimata, on veut être des super joueurs de football américain. Et bah dans Assassination Classroom, putain, le fait de dire les titres en anglais parfois, c'est chiant. Dans Assassination Classroom, on veut devenir de super assassins. Voilà. Donc on parle de gars de 15-16 ans qui veulent devenir des assassins dans le futur. Quel message à donner aux jeunes japonais. Mais non, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que je trouvais ça assez étrange en fait au début. Mais au final, on s'accommode bien avec l'histoire, qui est drôle, qui est pas trop. Il y a beaucoup de mystères d'ailleurs aussi, qui tournent autour de Koro Sensei, alias donc le prof là-dedans. Il y a beaucoup de mystères qui l'entourent et je trouve ça intéressant qu'en fait on nous dévoile quasiment rien et qu'en fait nous on se contente de suivre l'histoire toute bête de ces jeunes qui deviennent des assassins. Et moi c'est incroyable comme quoi, parce que le genre d'histoire à la base me blase, mais je sais pas pourquoi ici ça va pas blaser. C'est peut-être parce que le style justement est resté le même et fidèle à lui-même, et même au final ça s'améliore. Et donc voilà, c'est le dernier que je vous recommande. Cette fois-ci, c'est le dernier. Voilà, je pense avoir fait le tour. C'était long pour cette question-là, c'était très très long, mais il fallait que je le fasse. Il fallait vraiment que je le fasse. Donc voilà, je pense que j'ai répondu aux principales questions qu'on m'avait données. Euh, voilà. Donc une prochaine fois aux questions, je pense qu'on la fera. Certainement dans très longtemps, on la fera. Si vous avez d'autres questions, pas celle-ci évidemment, mais d'autres questions, ou des trucs, ou alors une fois aux questions uniquement dédiées à certains mangas ou même Fairy Tail, hein, je sais pas, ou même des questions uniquement basées sur Fairy Tail, des questions, fois aux questions uniquement basées sur One Piece, des fois aux questions uniquement basées sur Naruto. Enfin, Naruto sera un peu moins utile vu que la manga va bientôt finir et je pense qu'on aura la réponse à quasiment toutes nos questions. Mais en tout cas, la plupart de vos questions, en fait, m'ont donné une idée de concept de vidéo que je vais essayer d'exploiter ici, que j'ai pas revu, enfin si, qui a été utilisé, mais par quelqu'un d'autre, et qui le fait très bien. Moi, je le ferai certainement moins bien, mais je vais essayer. Je vous laisse, je vais rien vous dire, je vais rien vous dire. Je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire. Pas sûr que ça marche, mais je vais essayer. Je vous en dirai quoi? Je vous en dirai plus, pardon, quand j'aurai fini la vidéo, soi-disant test. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci. Je remercie évidemment donc tous les abonnés jusqu'ici. On en a plus de 2000, même si effectivement c'est pas les 2000 qui regardent tout le temps mes vidéos, mais c'est pas grave, je m'en fous, franchement. Le simple fait qu'il y ait déjà plus de 2000 personnes différentes qui ont regardé certaines vidéos, c'est vraiment un truc de malade. Et moi, je suis. Alors qu'au départ, j'avais vraiment fait ça sans grosse prétention, j'avais fait ça au départ pour plus partager, rigoler. Là, franchement, je ne m'y attendais pas, quoi. Mais je vous remercie. Je vous remercie de les visionner, de les regarder, partager avec moi certaines théories. C'est vrai que j'ai pas non plus, comme j'avais dit, beaucoup d'occasions parfois de répondre à certaines questions. Des questions même parfois rigolotes parce que j'ai des questions, on me pose des questions en fait, que je réponds genre dans les 10 premières secondes. Dans les premières minutes de la vidéo sur laquelle ça a été posté, je trouve ça rigolo. J'essaie de répondre à certaines questions qui me semblaient impossibles, que je pouvais pas passer à côté. J'essaie de faire de mon mieux, mais il y avait beaucoup, beaucoup de messages, et même dans les anciennes vidéos, ça que je trouve hilarant aussi parfois, c'est qu'on pose des questions, genre sur les chapitres actuels, dans les anciennes vidéos. Genre dans Fairy Tail, on me posait une question sur une vidéo d'hier, 20 chapitres, genre, mais t'es pas au courant que dans le chapitre d'aujourd'hui c'est passé ça? Mais si, j'ai fait une review sur sur ça aujourd'hui justement. Et voilà, ça j'ai trouvé ça marrant, j'ai l'impression que les gens justement pensent que j'ai fait juste une seule vidéo sur le sujet ou quoi, et qu'après voilà. Bref, je trouvais ça rigolo. Mais donc voilà, je vous remercie tous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois. Regardez, au moment même où j'ai annoncé la foire aux questions, on est déjà presque à 2100 abonnés. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de taré. Et si vous pouviez partager donc la vidéo, la chaîne avec toutes vos connaissances qui lisent les mangas, ou même dans des forums où vous traînez, histoire de faire partager le truc, car plus on est de fous, plus on rit. Et c'est ça l'important. Voilà, donc merci encore à tous et bah, abonnez-vous, postez des messages, souriez, rigolez. C'est ça l'important. Ciao, ciao.